La faiblesse de la force est de ne croire qu'à la force. On ne mesure sa faiblesse qu'à éprouver sa force. Et la faiblesse qui conserve vaut mieux que la force qui détruit. Mesdames, messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ce jeudi 1er octobre de l'an de grâce 2020. Et d'ailleurs, le 1er octobre nous rappelle d'ailleurs de pas mal de souvenirs sur le triangle national camerounais. Et bien sûr, quand on parle du 1er octobre, et bien sûr, on se rappelle également du 1er octobre 1963. Eh bien, 1961, autant pour moi. Eh bien, aujourd'hui, ça fait 59 ans aujourd'hui qu'on parlait d'ailleurs de cet état fédéral entre le Cameroun francophone et le Cameroun anglophone. Mais bon, on sait pertinemment que c'est un nouveau jour, le 4e jour du Jar, mais surtout le 1er jour de ce mois d'octobre qui démarre également, puisque le mois est passé, un nouveau mois démarre également. Nous sommes très heureux de vous savoir très nombreux devant vos petits écrans ce matin pour cette nouvelle édition de DBS Matin. Eh bien, tout au long de cette édition, nous allons justement décrypter l'actualité. Mais pour commencer, comme à notre habitude pour ce nouveau mois, nous allons vous souhaiter tout le bonheur du monde et que la grâce de Dieu soit avec vous. Je rappelais d'ailleurs pour ce 1er jour du mois d'octobre, la République fédérale du Cameroun est née le 1er octobre 1961 de la fusion du Cameroun français et de la partie sud du Cameroun britannique. L'existence des deux Cameroun est la conséquence profonde et majeure de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire entre 1914 et 1918 qui eut aussi lieu sur le sol camerounais. Eh bien, la République fédérale du Cameroun va du 1er octobre 1961 au 20 mai 1972 et est composé de deux États fédérés. Le Cameroun oriental, ancien Cameroun sous tutelle de la France, et le Cameroun occidental, ancien Southern Cameroun, partie du Cameroun sous la tutelle de la Grande-Bretagne. On se lève d'ailleurs les 59 ans, il faut le préciser, de ces États. Mes deux mousquetaires sont là ce matin pour cette nouvelle journée et surtout ce 1er jour du mois d'octobre de l'an de grâce 2020. Magevenachus, good morning. Good morning, Steve, and good morning to our viewers. Steve, I liked your introduction that you took about the historical aspect of the date of today. Yes. You know, when I listened to your introduction, and what I was thinking, Steve, today is supposed to be the National Day in Cameroon. Oui, justement. It is supposed to be today that we are supposed to celebrate the National Day because it is today that we have the Cameroon that we have today. Yes. Yes. So even when we are celebrating 20th May, I think it's a political issue. Today is actually the National Day. Justement, ça devait être normalement le jour, on pourrait même dire le jour de l'indépendance. That is it. Voilà. That is the National Day of the present Cameroon that we have. Yes. Because other days that we are celebrating, that is today that Cameroon was built. We have to say it that way. That's when Cameroon was formed to be what we have today. Et justement, j'espère seulement que les autorités camerounaises, le gouvernement nous suit d'ailleurs ce matin pour dire que il faudrait bien sûr une journée nationale. Justement, cette journée nationale, c'est une national observance, si vous voulez, tous les 1er octobre de l'année. J'espère que vous allez bien. Steve, I'm fine. D'accord. Si vous allez bien, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes alors. Jackson Diop, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour également à tous nos téléspectateurs de ce matin. Je profite pour saluer ceux qui nous regardent du côté du sud Cameroun et puis également de ceux qui nous regardent du côté du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Justement, nous allons justement faire nos hommages à tous ceux qui sont du nord-ouest et du sud-ouest de notre pays. Ce matin, nous sommes de tout cœur avec vous et on espère tout simplement que dans les jours à venir, il faut préciser par ailleurs que de ce côté-là, il y a pas mal de tractations de la part de tous ceux qui sont ressortissants du nord-ouest et du sud-ouest pour que, et pour le dire, la rentrée soit effective le 5 octobre prochain. Ce sera bien sûr lundi prochain. J'espère que vous allez bien, même si vous avez les mêmes croisés. Non, c'est pas la grande forme ce matin. Vous voyez que ma voix est un peu rock ce matin et puis je suis enrhumé et puis même grippé, je dirais. Donc c'est très compliqué, mais on est là parce que... Vous ne deviez pas être ici, hein? Non. Vous savez quand même que vous ne deviez pas être là. Malheureusement, je suis là parce que... Non, vous ne deviez pas être là du tout. Vous ne deviez pas être dans notre studio ce matin. On a confiance à personne en ce moment. Ça, c'est vrai. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit depuis le mois de mars dernier. Le plus grand défi en 2020, c'est justement de rester en vie. J'espère tout simplement que le 1er janvier, nous serons encore debout. Puisque nous sommes le 1er octobre aujourd'hui. Ça fait... On a combien de temps là? 2 mois. Bon, disons 3 mois. 3 mois. Actually 3 months, because we're still the beginning of October. Voilà, nous avons encore 3 mois pour résister encore, en espérant que bon, on verra bien sûr le 1er janvier. Absolument. J'espère que le 1er janvier
journalistes seront sur ce plateau pour dire « Ah, nous avons vu le 1er janvier ». Oui, nous serons là. Nous serons là, bien sûr. Bon, même si vous savez que les journées quotidiennes ne paraissent pas... Hein. We will still be there because although we are public holiday, but we will still be there because... Bah oui, nous serons toujours en train de travailler. Messieurs, puisque vous êtes là, c'est une nouvelle journée de nouvelles informations traitées par nos confrères de la presse écrite camerounaise, africaine et internationale. Vous l'avez compris, c'est la revue de presse, la première partie en langue anglaise avec Mangue Vernatius. It is the beginning of a new month. Thursday, the 1st of October 2020, we begin a review of newspaper headlines from the post-weekender in education. Ahead of 2020-2021 academic year, government assures pupils, students and parents of safety. On page 4, the paper tells us that this assurance was given in Yaoundé yesterday by the Minister of Communication, René Emmanuel Sadi, during a press conference in the presence of ministers concerned with education. In the Northwest region on page 11, we read that Bamenda is heavily militarized to frustrate separatist activities. And still in Bamenda, about Operation Bamenda Clean, we read on page 3 that bullets cleans off over half a dozen civilians. The Guardian Post newspaper, still on education on page 3, says communities lead preparations for effective school resumption in the Northwest and Southwest regions. In an unprecedented move that shows the eagerness to see schools effectively resume in the two regions, the paper says the people have taken upon themselves to clean abandoned campuses ahead of October 5th class resumption. Then still in education matters, government announces a nationwide distribution of anti-COVID-19 kits to schools. And in this societal news, the paper on page 6 tells us that the father of a girl that was allegedly killed by a divisional officer petitions Paul Biya. The Horizon newspaper on their part asks as if there has been more extrajudicial killings in Bamenda, as corpses found floating in Bali, Bafut and Mankon, as we read on page 4. Then on page 3, the paper takes the views of Professor Willibrod Nzengwa, varsity don and civil society activist, who holds that the special status as an outcome of the major national dialogue 1 year on is a grave error of appreciation. Meanwhile, Dr. Chris Fomonyo, MDI Africa Director, on his part, thinks that Cameroon will have to be rebuilt from scratch. Read for details on pages 10 to 11 of the Horizon newspaper. Loju newspaper on their part in the Northwest and Southwest regions on page 5 says this 1st of October is under high tension. But Emergence newspaper on page 5 looks at the lies of Cameroon before the United Nations. The paper tells us Minister Lojem Belambela, while representing President Paul Biya in the General Assembly of the United Nations Organization through a video conference, delivered lies to world leaders concerning the Anglophone crisis and human rights. In Boya, in the Southwest region, we read on page 3 that hundreds arrested as crackdown on Ambazonia fighters continues. And in this sad story, the paper announces the passing on of Ube Kamgang, a politician and Pan-Africanist, the founder of the currency that never saw the light of day. We take Le Messager newspaper looking at litigations within the management of Cameroon football, and the paper looks at Mbombo Njoya and the Fecafoot Republic, while snubbing the judgment of the Sports Arbitrary Tribunal of FIFA in favor of the Professional Football League in Cameroon and New Star. On page 12, the paper tells us that Fecafoot has challenged the authority of the Minister of Sports and Physical Education. Defi Actuel newspaper on pages 2 to 5 carries out an incisive assessment of the achievement of the major national dialogue 1 year after. And in education news, the paper says on pages 8 to 9
that primary schools are in a suspense just a few days to resumption. There has been no text from the Ministry of Basic Education on directives to be taken by education authorities under his ministries. Then Cameroon Tribune on pages 6 to 7, still in education, will clarify issues raised by Défi Actuel as government gives assurance during a press conference yesterday in Yaoundé by the Minister of Communication, René Emmanuel Sadi, with ministers in charge of education bringing out modalities adopted by the government for a smooth takeoff of the academic year. On pages 2 to 3, revamping the tourist sector, the Prime Minister, during an extraordinary session of the National Tourism Board yesterday in Yaoundé, called for the promotion of the country's tourism potentials so as to market Cameroon. The paper says tourism operators equally used the occasion to ask for more government support to enable them cope with the COVID-19 challenges. Out of Cameroon, the Vanguard newspaper in Nigeria, looking at this 1st of October, says today's independence anniversary is unique, historic, and like no other in the past. Aside being the country's 60th anniversary, Nigeria gained independence in 1960. The largest black nation on earth began her journey into nationhood on a very promising note. The paper reviews the happy beginnings of the country, Nigeria at 60, as it was in the beginning. But unfortunately, things have not been as promising as they were. The paper tells us that the PDP party and Jonathan task Nigerians to remain hopeful. In South Africa, the Sowetan Live newspaper informs us that a multi-million-rand grandiose museum built in Tshwane in honor of women for their contribution in the liberation struggle has been declared a fire hazard for failure to comply with safety standards. As a result, the paper tells us that the city of Tshwane has declined issuing a certificate of occupancy to the 280 million rand Women's Living Heritage Monument in Pretoria, inner city. The Herald newspaper, East of Africa in Zimbabwe, reports that the $51 million mechanization facility using Belarus equipment and launched by President Mnangagwa yesterday is continued to testify to the country's openness for business and under the Second Republic and its resolve to accelerate sustainable modernization of the agricultural sector in Zimbabwe. Then we take the Nation newspaper in Kenya that tells us that President Uhuru Kenyatta kicked off his official visit to France on Wednesday evening at Elysee Palace, where he was received by his French counterpart, Emmanuel Macron. Together with his host, they witnessed the signing of 3 bilateral agreements before leading their delegations to a state banquet hosted in honor of the visiting Kenyan leader. In Rwanda, the New Times newspaper looks at why local rice varieties struggle on local markets, with farmers saying that the imported rice is usually a long-grain variety with quality that is most liked by many consumers, while most locally grown rice is short grain. In Russia, for papers out of Africa, Moscow Times newspaper says Russia's resurgent coronavirus outbreak is approaching first peak, telling us that Moscow has readied additional hospitals for COVID-19 patients after the Russian capital reached capacity last week. In Britain, the Daily Telegraph newspaper says Johnson tells his lockdown critics that there is only one way of doing this, that is, to maintain a tough stance and maintaining localized restrictions. Steve, these are some of the papers that we have from home and abroad this first day of the month of October. Pendant ce temps, le coronavirus continue de faire des victimes du côté de la Grande-Bretagne. Le Premier ministre britannique demande justement pas mal de restrictions et surtout ne pas trop bouger à gauche et à droite et rester justement chez soi pour justement pas faire propager, il faut le dire, le coronavirus qui a d'ailleurs tué de milliers de personnes de ce côté-là. On va également retenir la grande une de The Guardian Post ce matin qui nous dit que les communautés sont en train de mener actuellement la préparation à une reprise effective des classes le 5 octobre prochain. Pendant ce temps de Horizon, autre
notre quotidien de langue anglaise s'interroge ce matin, plus d'exécutions extrajudiciaires à Bamenda. En tout cas, l'élément de réponse se trouve dans les colonnes de ce journal. Mais si on ne va pas également oublier que nous sommes le 1er octobre de l'an de grâce 2020, c'est également la journée internationale, il faut le dire, des personnes âgées. Ça, il faut le dire également, des personnes âgées, même si je n'aime pas l'hypocrisie des Nations Unies qui déclarent repenser le vieillissement après la pandémie du coronavirus, quand on sait pertinemment qu'au cours justement de ces derniers mois, ce sont les vieux qui sont les personnes qui ont le plus perdu la vie. Absolument. Voilà. Donc, allez savoir pourquoi est-ce qu'on nous fait comprendre que il faut repenser le vieillissement après avec la pandémie. C'est le thème en tout cas retenu par les Nations Unies cette année. Allons voir justement ce que nous ont réservé les journaux et quotidiens en langue française avec Jackson Jock ce matin. Commençons par le quotidien Le Jour. Steve, le journal d'Aman Mana nous fait savoir que le 1er octobre est sous haute tension dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et puis, le journal annonce également la nécrologie en page 5. Hubert Kamga est décédé hier du côté de Yaoundé des suites de maladies. Le quotidien Mutation titre Point chaud, les régionales en diagonale. Le journal d'Alain Boyomo fait la revue des circonscriptions à l'issue de la bataille incertaine. Le journal Diapason parle justement du grand dialogue national, réalité un an après la grande messe dont s'est tenue au palais de congrès de Yaoundé du 30 septembre au 4 octobre 2019. Depuis cette date à ce jour, des faits et des non-dits ont laissé des marques. Le journal fait justement le bilan. À la une du quotidien Cameroun Tribune, rentrée scolaire et académique 2020-2021, les assurances du gouvernement, l'instauration donc des cours en présentiel et à distance tant au secondaire qu'à l'école primaire, création des centres d'apprentissage à distance dans les chefs-lieux des régions, élaboration des supports pédagogiques tels que les livrets d'activités au profit des élèves en zone reculée, désinfection des salles de cours et renforcement des mesures barrières contre le Covid-19 dans les établissements scolaires et campus universitaires. Telles sont justement les principales mesures annoncées hier au cours d'un point de presse donné par le Premier ministre, en tout cas le ministre de la Communication en présence de ses collègues en charge du secteur éducatif. Concernant les marches du 22 septembre dernier, le journal L'Avenir indique que le gouvernement promet le pire à Maurice Kamto. En agissant la thèse donc d'un mouvement insurrectionnel, le pouvoir de Yaoundé veut frapper les militants et sympathisants du MRC. Selon le journal, les arrestations en cascade se poursuivent donc dans les quartiers de Douala et même de Yaoundé. Les domiciles de Maurice Kamto, Albert Zongang et Ndiang Denis Tabé fortement militarisés, et le journal se pose la question si l'on va vers la dissolution du MRC. Le quotidien Le Messager s'intéresse au contentieux Bobo Ndoya et la République Fecafoot au mépris de l'application des sentences du tribunal arbitral du sport en faveur de la Ligue de football professionnel du Cameroun et New Star. L'instance défie l'autorité du ministre des Sports, nous fait savoir le journal. Le quotidien de l'économie parle de Joseph Diangounté, le Premier ministre, qui revient sur les raisons de l'accélération de la construction de l'édifice. Donc la première pierre a été posée le 29 septembre 2020 du côté de Bolowa. Barreau du Cameroun, quand les avocats sont coincés, titre le quotidien La Nouvelle Expression, entre violations systématiques des droits les plus élémentaires de leurs clients et les obstacles infranchissables que les éléments de force de l'ordre et la justice ne cessent de poser. Le rôle justement de l'avocat semble désormais facultatif dans le système judiciaire, notamment en matière de défense des droits humains. Un malheur pour un état de droit. Aurore Plus de notre ami Moucho Moussala est également en kiosque ce matin et parle de prévarication, détournement de près de 7 milliards de francs CFA au MINDEF en 2013, de hauts gradés toujours libres de leur mouvement du fait de la disjonction de la procédure. Le même journal nous fait savoir, Steve, que la France déclare la guerre à la brigade anti-Sardinard. Les adeptes de la manifestation anti-Biya courent le risque d'être rapatriés ici même au Cameroun. Direction le Gabon avec le journal L'Union qui titre « Réduire
les inégalités. En tout cas, la stratégie de promotion des droits de la femme a été donc remise hier au chef de l'État Ali Bongo Ondimba par son épouse Sylvia au cours d'une cérémonie officielle à la présidente de la République. Un rapport en 33 propositions élaborées par plusieurs compétences sur la base des données réelles et qui vise justement à inverser la courbe des inégalités femmes-hommes dans plusieurs secteurs du côté du Gabon. Au Congo, les dépêches de Brazzaville indiquent que le Congo et la RCA pour l'aménagement des localités frontalières, la signature en vue d'un mémorandum d'entente dans les domaines de la construction de l'habitat entre le Congo et la Centrafrique va devoir contribuer au développement des projets communs à caractère urbain dans les localités frontalières concernées, nous dit le journal. En R de Congo, le courrier de Kinshasa indique que septembre se termine sous le signe de la stabilité. En tout cas, le pacte de stabilité du cadre macroéconomique et monétaire prépare le gouvernement et la Banque centrale du Congo continue à produire ses effets, nous fait savoir le journal. Direction la France avec le journal Le Monde qui revient sur le débat Trump-Biden. En tout cas, le journal parle de violence et de confusion. Selon le journal, les deux candidats de la Maison-Blanche ont débattu dans une ambiance électrique mardi lors d'un premier face-à-face télévisé très suivi. Terminons par le quotidien sportif. L'équipe qui titre Les Innocents, en tout cas suspectés d'avoir proféré des insultes racistes ou homophobes lors du classique très houleux, Alvaro González et Neymar n'ont pas été sanctionnés par la commission de discipline de la LFP. Nous fait savoir le journal L'équipe de ce matin. Voilà Steve, quelques journaux à notre possession ce matin. Merci pour toutes ces informations tracées par nos confrères de la presse écrite ce matin. C'est vrai que le match entre Marseille et Paris Saint-Germain était assez, il faut le dire, houleux, mais bon, on va dire les innocents comme ont déclaré nos confrères du quotidien L'équipe ce matin. Les deux d'ailleurs sont innocents. Revenons en tout cas sur le quotidien national camerounais où on parle de la rentrée scolaire et surtout universitaire 2020. Eh bien, on parle bien sûr du 5 et du 15 octobre 2020. Eh bien, il faut préciser, le journal titre à vos marques. Je pense que c'est Perspectives Nouvelles, c'est ça? Oui. Qui en parle d'ailleurs ce matin. Et pendant ce temps, Cameroun Tribune également en parle pour nous faire comprendre qu'il y aura justement deux systèmes à faire d'ailleurs au cours de cette année. Eh ben, la présentielle et surtout distancielle. Absolument. Et je tiens à préciser ici, parce qu'il y a beaucoup de parents d'élèves qui me demandent, est-ce que la rentrée est maintenue au 5 octobre? La rentrée est maintenue au 5 octobre, donc, vous devez le savoir. Voilà, on vous le dit à la télévision, la rentrée est maintenue le 5 octobre. C'est lundi. Il n'y a rien d'autre à faire. Rien d'autre à faire. Voilà. Et donc, parce que certains parents me faisaient entendre que c'est très compliqué encore, parce que d'autres, à cause de la pandémie du Covid-19, ils n'ont pas eu de salaire, d'autres ont même été licenciés. Et donc tout ça complexifie justement la rentrée des élèves. Et maintenant, pour revenir, je pense que maintenant... Méthode présentielle et distancielle. Voilà. Et donc, je crois que maintenant, le gouvernement est dans son rôle, justement, de rassurer les parents, parce que nous sommes encore, le Covid est encore là. Et il faut maintenant rassurer les parents quant à la sécurité des élèves qu'on va envoyer, justement, que ce soit à l'école primaire, au secondaire, même justement au supérieur. Et donc, ce sont justement ces mesures-là instituées par le Premier ministre, chef du gouvernement, que le ministre de la Communication a fait donc un point de presse hier pour indiquer justement aux parents. Il ne faut pas également oublier que hier également, les enseignants ont été, il faut le dire, les enseignants ont eu droit, il faut le dire, à un grand serment de la part en tout cas de la délégation régionale de l'éducation de base et sans oublier bien sûr des enseignements secondaires. Eh bien désormais, eh bien l'instituteur, l'enseignant ne doit pas toucher l'élève. Moi j'étais hier avec des enseignants qui me l'ont dit, ne doit plus toucher l'élève, tout le monde doit avoir un masque. Tout le monde doit être distancé. Absolument. Et on doit pas, l'enseignant ne doit même pas marcher dans le couloir. Steve, vous savez pourquoi on doit faire ça? Parce que absolument, les enfants sont des porteurs sains. C'est-à-dire que l'enfant, il est facile pour l'enfant d'être atteint du Covid-19 et lui, il partira donc dispatcher ça de partout. Et donc, il faut faire très attention. Eux, ils ne font pas la maladie, hein. And it is for the sake of the teachers, we must indicate it here, because the children are a bit resistant to this pandemic, a bit more than the adult. Yes. So for teachers to safeguard their safety too, they need to keep that distance between they themselves and the students. That is why they are talking about they should avoid mingling with the students, they should avoid touching students,
contact, in fact. And the contact, Steve, you know, Jackson was talking something about the school resumption when parents... J'espère qu'il n'y aura plus de récréation en ce moment-là, parce que le temps est court. We expect to see that being applied because remember when classes started, for examination classes, holiday break periods were, you know, they were cancelled so as to avoid occasion for students to also mingle. You know, when it is break, they go out. It is practically impossible for us to talk about social distancing when it's break time. In class, we can try to maintain it, but outside, it is not possible. Then given to the other fact that classes are, the number of hours will be reduced because if we are talking about a two-shift system, Entre 7h30 et midi 30. Actually, and when you take from 7:30 to 12:30, you ça fait see 5 heures. Actually 5 hours. As compared to entre 13h et 17h30, je pense que ça ne fait que 4 heures. 4 hours, 30 minutes, something about. Right. But then in a normal school system, they used to start from 7 o'clock, from 7:30 or 8 o'clock, right up to 2 o'clock, right up to 3:30 for some. So you see that actually the time has been cut down. So practically, break may even be reduced. Ah non, moi c'est 2 heures qui ont sauté quand même. So they may reduce break from the normal 30 minutes, normal 45 minutes, maybe to 10 minutes, 15 minutes, so that the children can at least eat something. Absolument. And then go to class. But Steve, I wanted to raise issue, something Jackson was saying something about the worry parents have. Government is giving assurance, like Cameroon Tribune is telling us, that is true, that classes will resume. Measures have been taken. Measures have been taken. But then parents are raising issues like the issue where most parents were laid off because of this coronavirus pandemic. Most have not had their salaries because of this coronavirus pandemic. I would have been thinking that the government will do something like maintaining the fact that schools, especially in the private sector, do not, you know, add the school fees. Because, Steve, we are living at a period when parents are malheureusement, je dois vous dire une chose simple, c'est que la scolarité a grimpé dans le privé. Still, that's what I'm decrying. Parents are barely surviving to make sure that they can mobilize the little they have to send their children to school. Proprietors are adding school fees. J'espère seulement que quand la scolarité grimpe comme ça, les salaires des enseignants également doivent également grimper, parce que nous on va commencer à décrier ça ici. Ces personnes qui sont les fondateurs de ces établissements scolaires, parce que les enseignants souffrent énormément. Vous n'allez pas avoir dans une salle de classe. Je vous prends un cas simple. Il y a d'ailleurs un enseignant qui m'expliquait cela hier, parce que je me suis retrouvé hier d'ailleurs avec certains. Ils m'ont appelé pour me faire comprendre qu'ils ont été assez sermonnés. On leur a donné des règles à suivre dès le 5 octobre prochain, le premier jour d'ailleurs de la semaine, pour le premier jour de classe, et ils me faisaient comprendre que la scolarité grimpe, mais leur salaire ne bouge pas. Voilà, donc vous allez vous retrouver avec un instituteur qui gagne en moyenne 60 000 francs, parfois 40 000 francs à la fin du mois, et pendant ce temps, dans la salle de classe, je vous prends un cas aussi dérisoire, vous avez à peu près 90 élèves, je vous le dis clairement comme ça, et chaque élève doit payer 100 000 francs CFA. Vous comprenez? 100 000 francs CFA, ça va faire beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, oui. Quand vous voyez par exemple 90 élèves, vous avez 100 000 francs CFA, ça fait 9 millions. 9 millions. Bon, maintenant, si un temps vous payez seulement à cet instituteur la somme de 60 000 francs, prenons-le comme ça. Vous savez, en 10 mois... Vraiment, ça ne représente absolument rien. Bon, vous lui avez donné voilà, 600 000 francs sur 9 millions de francs. C'est quand même la bêtise. Steve, on voit les enfants du bon Dieu pour le canard sauvage. Steve, we think that in as much et maintenant, il y a un autre problème qui va se poser, c'est que ces instituteurs vont devoir travailler 2 fois. Le matin et le soir, enfin passer toute la journée dans l'établissement. Et pendant ce temps, le salaire ne bouge pas. C'est quand même grave. That's why we are pleading that in as much as the government. On ne plaide pas en train de le dire. Il n'y a pas question de plaider. No, we are pleading with the government that in as much as they are mobilizing parents and students and the educational family, and in fact to take off on the 5th of October, they should also try to look at this issue of increased school fees. On rappelle que maintenant c'est les élèves qui paient le transport à leurs enseignants, c'est quand même grave. Steve, those are the irregularities that we see them, and we pray that with this hard period. Quel pouvoir vous avez quand votre élève vous paye le transport? C'est très compliqué. Steve, je mets dans le sillage justement de ce que Venage venait de dire pour parler, parce qu'il y a un parent qui m'a interpellé hier, ça m'a vraiment touché. Oui. Il est assez âgé, il m'a dit, est-ce que, dis au gouvernement, je dis que moi je parle pas avec le gouvernement, je parle à la télé, est-ce que tu peux pas dire au gouvernement de pouvoir laisser l'école primaire gratuite? Non, on peut payer
qu'on nous laisse, on peut payer l'APE, mais laisser l'école gratuite. Moi, je ne suis pas à mesure de dire, parce que je ne cause pas. Le problème est le suivant, voilà encore le problème que vous soulignez ce matin, et qu'il faut justement dire à nos téléspectateurs, l'école primaire, d'ailleurs aux gouvernants, parce qu'ils doivent le savoir, l'école primaire publique est gratuite. C'est ce qu'on nous a bassiné depuis la nuit des temps. Absolument. Mais ce qui est bizarre dans l'histoire, c'est que dès que vous arrivez dans une école publique, eh bien la directrice de cette école, parfois vous commencez même par la maternelle, j'en ai rencontré plusieurs, à la maternelle vous dites, c'est ce qu'ils ont dit, c'est même pas ça ici. Absolument. Donc ça veut dire que si le père là me fait savoir cela, ça veut dire que ça se vit. That is what ça is se vit. going on. Donc ça se vit. Yeah. Et donc c'est eux qui ont dit ça, ici là c'est la réalité ici. Nous sommes ici en bas. C'est simplement pour dire au pouvoir public de renforcer et vous dit tout de suite là, le contrôle. Déposez 13 000 ici. Mettez 13 000. Et là, en ce moment-là, est-ce que l'école primaire publique est gratuite? When we talk of free, it is a concept that we still need to see it being applied to state. Et pendant ce temps, les parents sont en train de souffrir. Je rappelle encore d'ailleurs, avec le coronavirus, il y a plusieurs personnes qui sont en congé technique depuis des mois aujourd'hui. Oui. D'autres même qui ont perdu carrément totalement leur emploi. D'autres, on a divisé leur salaire en deux justement pour pouvoir les garder. Il y a même d'autres que depuis près de 8 mois aujourd'hui, ils n'ont pas reçu leur salaire. J'en connais d'ailleurs un. Steve, when you use the word technical leave leave is another, another polite way of saying that you should go. Because most of this technical leave, they don't tell you you will be out for 3 months. They don't tell you you will be out for 1 month. They simply say you are on technical leave. When we will need you, we will call you. And we may go for 2-3 years when we don't need you. So you are practically out of job. Technical leave doesn't mean that you are being paid. So parents are actually, they are broken. They don't have the means. So I think that we should... J'espère seulement qu'on est en train de nous écouter ce matin. Pendant ce temps, The Guardian Post nous fait comprendre en tout cas que les communautés mènent la préparation à une reprise effective des classes le 5 octobre prochain dans le nord-ouest et le sud-ouest. On l'espère également. Actually, that transmit that, it shows the eagerness with which parents, want to see their children go back to school. Yes. We have lived with this period of no school for close to 5 years now, and the parents are already tired. They want to see their children going back to school. Steve, I was listening over the national station yesterday with the regional delegate of secondary education in the Northwest region. What he was decrying, I think that the government should also look into it. In as much as we are preaching for school resumption, in the Northwest and Southwest regions, we are forgetting the fact that 3/4 of the students are leaving the Northwest and Southwest regions to come to the safer regions to have themselves... I think that the government should have stopped that. Messieurs, tout à l'heure, on a eu des réactions d'ailleurs sur WhatsApp. Bonjour Steve et les deux mousquetaires, juste pour dire que l'enseignement est à la base de l'éducation de nos enfants et le gouvernement peut fixer des salaires pour que ces enseignants soient motivés. Pourquoi les enseignants doivent mendier? Pourtant, ils exercent ce métier noble qui est de transmettre le savoir. C'est Thompson et Hang depuis Bédi, ici même à Douala. C'est un fidèle téléspectateur. Ravi d'avoir écouté votre émission. D'ailleurs, l'émission n'est pas encore terminée, ça il faut le dire également. C'est une personne a dit, je me prénomme Gertrude. Eh bien Gertrude, et puis j'ai un fils de 18 ans qui est devenu impoli avec moi et un grand nombre de son entourage vraiment impoli. J'aimerais avoir de vos conseils. Eh bien là en ce moment là il va falloir suivre SOS enfant. C'est tous les mercredis, ça il faut le préciser par ailleurs. Ce n'est pas l'émission d'aujourd'hui. Bonjour également à vous messieurs. Nous allons sortir rapidement pour dire justement qu'il faut justement prendre en compte les enseignants. Oui, parce que le 5 octobre prochain, il faut que le gouvernement camerounais prenne quand même l'initiative, même si c'est un taux, moi je me dirais même de dire il y a un taux quand même, un salaire qu'il faut payer d'ailleurs à tout le monde. À tout le monde. Et Steve, je profite pour lancer un appel maintenant aux élites, parce que c'est le moment où les élites doivent maintenant aller voir les parents pour les aider justement. Pas seulement les élites, il y a les conseillers municipaux qui ont été votés. Je parle d'abord des élites. Steve, je parle d'abord des élites. Parce qu'il y a des élites de chez nous que lorsqu'ils veulent obtenir des gains politiques, là en ce moment ils viennent. Ils connaissent la population. Ils connaissent la population. Mais c'est maintenant le moment où ils doivent venir aider les parents pour justement préparer la rentrée scolaire de leurs enfants. Conseils municipaux, maires, toutes ces personnes doivent maintenant aller aider les parents justement à envoyer leurs enfants à l'école. Merci, monsieur, d'avoir été là ce matin. Thank you, Steve. And we must insist that in as much as government talks about the school fees, I think that government should institute, like somebody was saying, a minimum amount of salary for those. When I talk much, I talk about those in the private sector because I'm in direct contact with them and I understand
what they go through, Oui. I understand how they suffer to have what they even have, and the way they even give them. This is when you put them together, you see that if the government were to enter into this sector, so many things will change and change for the better. Justement, c'est notre vœu le plus cher, c'est que ça change. Merci d'avoir été là également, Jackson John. Prenez soin de vous. Merci. En espérant vous retrouver en forme demain matin pour une autre édition de DBS Matin. Tout de suite et maintenant, n'oubliez surtout pas, nous allons avoir notre débat. Le thème, lutte contre le terrorisme au Sahel. Le G5, la MINUSMA et l'Union européenne s'engagent à plus de résultats. Que comprendre justement de cette décision? Mes invités sont là ce matin. Eric Pepin-Bikaï, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour à l'ensemble de mes copanélistes et à nos milliers de téléspectateurs. Albert Natolaïsi, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour mes copanélistes, bonjour l'Afrique, bonjour le Cameroun, bonjour le monde. Je salue toute l'équipe technique qui s'est démenue tout à l'heure lors de la coupure, la fameuse coupure, n'est-ce pas? Je l'ai transmis, n'est-ce pas, mon bonjour. Mon coup de gueule ce matin, eh bien, la nationale numéro 3. Que nous appelons au Cameroun Axelou Douala Yaoundé Liodi Ngwe 1. Il s'est produit dans la matinée de mardi cette semaine un accident de circulation entre deux gros porteurs, notamment des semi-remorques. Eh bien, jusqu'à hier, dans l'après-midi, l'axe était relativement bloqué. La circulation était relativement perturbée à ce milieu-là, à cet endroit-là, autant pour moi. Eh bien, créant justement, à mon sens, n'est-ce pas, des éléments accidentogènes, des facteurs accidentogènes. À 7 km de là, c'est-à-dire à l'entrée de la ville de Pouma, justement, il y a des équipes de prévention routière, c'est-à-dire ces équipes-là qui sont censées, n'est-ce pas, sensibiliser l'usager de la route par rapport à leur comportement quelquefois irresponsable. Oui. La question est de savoir à quoi servent les équipes de prévention routière si nous recensons plusieurs éléments accidentogènes sur nos axes routiers. Merci beaucoup pour ce coup de gueule. D'ailleurs, encore ce matin, Albert Anatolaïsi, ça faisait longtemps que vous n'en avez pas vu, mais bon, bienvenue. Non, on vous a passé là-bas. Il y a un élément que je voulais relever. Oui. Vous voyez que l'axe-là a fait l'objet d'une rénovation lors de le fameux accident sur le pont de Magnaï. Magnaï. Oui. Et ça fait l'objet d'une rénovation. Et au jour d'aujourd'hui, on se rend compte que cette esthétique, ces balises de protection ont été complètement bousillées. Je ne sais pas si le gouvernement prévoit des mécanismes tels en sorte que quand quelqu'un a, du moins, obstrué, gâté un édifice public comme ça, qu'il y ait une compensation. Parce qu'en réalité, on ne peut pas se retrouver en train d'investir de l'argent sur une route comme la nationale numéro 3 et qu'elle soit dégradée régulièrement par les automobiles sur le prisme des accidents. Donc, moi, c'est ma suggestion. Si un gros porteur a cassé sur le prisme d'un accident un édifice public, il faut qu'on trouve les mécanismes, soit de confiscation de son engin, de telle en sorte qu'il puisse être capable de reconstruire l'édifice abîmé. Merci beaucoup. Eric Pepin-Bikaï. Jodel Caillot, bonjour. C'est la seule femme d'ailleurs de la bande ce matin. Bonjour, bonjour à tout le monde. Vous allez bien? Très bien. La famille va bien également? Très bien. D'accord. Quand on n'est pas malade, on va bien. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes alors. André Kissefanga, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Jocelyn Goss, bonjour mon ami personnel Pepin-Bikaï et mon cher aîné Albert Anatolaïsi. Bonjour à la seule dame du plateau. Bonjour aux téléspectateurs de DBS Matin. Merci de m'avoir invité ce matin. Comme je le dis toujours, tout a commencé par la parole et nous allons continuer dans ce ministère de la parole-là. Il est très important et très urgent de ne pas démissionner dans cette mission que Dieu nous a confiée. Parce qu'aussi longtemps que l'homme vit, nous devons administrer cette parole-là à tous les êtres humains parce que c'est elle qui va guérir le monde. Messieurs, puisque vous êtes là, n'oublions pas le thème de ce matin, lutte contre le terrorisme au Sahel, le G5, la MINUSMA et l'Union européenne s'engagent à plus de résultats. Que comprendre? Mesdames, messieurs, bienvenue à vous. Voici le débat. Les
membres du G5 Sahel et de la MINUSMA, la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, vont accentuer leur coordination en matière de lutte contre le terrorisme au Sahel avec l'aide de l'Union européenne. L'engagement a été pris mardi dernier, 29 septembre 2020, lors d'une réunion tripartite à Nouakchott, c'est en Mauritanie. Lors de cette réunion dans la capitale de la Mauritanie, les échanges ont notamment concerné l'équipement militaire de la force conjointe du G5 Sahel, qui attend toujours l'arrivée de 24 véhicules de transport de troupes promis l'année dernière par l'Union européenne, mais qui jusqu'à preuve de contraire, eh bien, n'existe toujours pas. En attendant, la force bénéficie d'un appui conséquent de la MINUSMA, notamment en termes d'aide alimentaire, logistique et surtout médicale. Cette rencontre a également été l'occasion d'aborder la situation actuelle au Mali, où un nouveau président de la transition et un premier ministre ont été nommés, mais pas encore de gouvernement. Que comprendre donc de cette décision, alors de cette réunion, eh bien, qui a eu lieu ce 29 septembre 2020, lutte contre le terrorisme, eh bien, le G5, la MINUSMA et l'Union européenne se sont engagés à plus de résultats. Peut-on parler justement de résultats, messieurs, quand on sait que cela fait des années aujourd'hui que le G5, la MINUSMA, l'Union européenne se retrouvent au Sahel, mais on n'a pas de résultats. Albert Anatola ici. Écoutez, vous voyez que ça me fait sourire. Ça me fait sourire parce qu'il faut quand même faire un rappel historique. Oui. Que l'émergence des attaques terroristes dans la zone du Sahel est la conséquence, n'est-ce pas, de la destruction avec l'assassinat de Muammar Kadhafi. Oui. Il faut quand même vous rappeler que en son temps, lorsqu'il était vivant, la Libye servait de digue à diverses bandes terroristes et d'autres groupes armés que, n'est-ce pas, la Libye de Muammar Kadhafi réussit à contenir. Aujourd'hui, vous avez donc une prolifération dans le Sahel des groupes terroristes qui ont fait allégeance justement à Al-Qaïda. Ceci étant, nous sommes donc dans une guerre asymétrique. Oui. Lorsque vous parlez de la guerre asymétrique, il ne s'agit pas d'une guerre conventionnelle, c'est-à-dire que vous voyez l'ennemi, vous voyez ses positions. Or, il s'agit d'une situation où l'ennemi justement s'efface parmi la population et ressort quand il veut et comme il veut. C'est ça qu'il s'agit. Et je pense que cette situation ne date pas d'il y a 5 ans. C'est une situation qui perdure, puisque nous sommes en 2011, qui correspond à la période de l'assassinat de Muammar Kadhafi. Donc c'est à partir de cette période-là qu'il y a eu justement cette prolifération des attaques terroristes dans cette zone. Mais ce qui est quand même paradoxal, c'est une parenthèse, nous constatons qu'au Niger, là où arrive d'exploiter l'uranium, c'est très calme là-bas. Et même au nord du Mali, il faut préciser par ailleurs. Oui. Oui, même au nord du Mali, justement, là où il y a là où on exploite justement, notamment de l'or, c'est très comme ce côté, parce que justement il y a une négociation, il y a des accords entre justement les entrepreneurs de ce côté-là, les opérateurs économiques et les groupes djihadistes. Je pense donc que nous avons constaté, en tout cas c'est mon point de vue, que vous avez dans cette zone des Américains avec toute la logistique que vous connaissez. Oui. Vous avez la France avec l'opération Barkhane, avec toute la logistique que vous pouvez imaginer. Vous avez la MINUSMA, vous avez l'Union européenne, vous avez Takuba, et bien, vous avez donc, en plus ce qu'on peut appeler une partie de l'armée malienne. Eh bien, vous avez donc cette convergence de puissance de feu qui n'arrive pas à contenir justement ces attaques djihadistes. Par ailleurs, il faut noter que l'un des opposants maliens, M. Ismaïla Cissé, a été enlevé par les djihadistes. Jusqu'à ce jour, il n'a pas encore été retrouvé. Ça veut donc dire que nous avons le sentiment que la plupart des populations de cette partie de l'Afrique pensent qu'il s'agit d'une guerre entretenue justement pour continuer de faire comme ils en ont l'habitude de se faire, à savoir, ils mettent au désordre et puis ils viennent jouer sa propre pompier. Parce que et en plus, mais il faut quand même comprendre aussi une chose, même les États-Unis, avec toute la logistique que vous pouvez imaginer, c'est-à-dire la guerre électronique, avec tous les moyens que cela comporte, les femmes chirurgicales, avec toute l'intelligence que cela comporte, n'ont pas pu réussir, notamment en Afghanistan, de pouvoir contenir les attaques des terroristes. Ça veut donc dire que ça devient une équation compliquée. Mais c'est également la conséquence de deux choses aussi, ce qui se passe au Sahel. C'est qu'il faut une refondation de ce que j'appelais la construction des nations africaines. Parce que lorsque vous avez la construction des nations africaines, vous allez voir les Africains se comporter comme par exemple en Italie, où chaque citoyen est responsable de la sécurité de son territoire, de son pays. C'est-à-dire,
si vous partez en Italie, à l'instant où vous entrez en Italie, tout le monde sait que vous êtes entré et tout le monde voudrait savoir qui vous êtes, qu'est-ce que vous venez faire. Donc, vous n'avez jamais certainement entendu qu'il y a eu une attaque terroriste en Italie parce que tout Italien est avant tout un policier et assure la sécurité de son territoire. Deuxième chose, vous avez également les politiques, les mauvaises politiques de développement qui sont la conséquence des injustices, des inégalités, de cette fracture sociale qui justement est la conséquence de ces attaques. La troisième chose que je voudrais également indiquer, évidemment, vous avez donc des gens qui n'ont pas intérêt à ce que l'Afrique retrouve, n'est-ce pas, la stabilité. Donc, à tout moment, il faut attiser le feu. À tout moment, il faut attiser le feu. Nous avons également dit bonjour à Patrick Sapa qui va nous rejoindre dans un instant pour cette édition de DBS Matin et surtout de ce débat. Eric Pépin Michael, vous avez suivi Albert Anatola ici. On le sait depuis la nuit des temps, eh bien, le G5 Sahel, l'Union Européenne, la MINUSMA se retrouvent justement dans le Sahel, mais on nous fait croire quand même qu'ils n'ont pas eu de résultats. Mais maintenant, comme ils sont réunis, ils vont avoir plus de résultats, enfin, de bons résultats, j'espère pour eux, parce que le seul résultat qu'on a eu, jusqu'à preuve de contraire, eh bien, c'est le désordre. Non, le désordre va continuer à perdurer. Nous sommes dans le cadre d'une guerre asymétrique. Albert l'a rappelé tout à l'heure. Et il me souvient qu'il n'y a aucun pays, aucune puissance au monde qui a déjà gagné une guerre asymétrique. À moins que je puisse me tromper. Et tout à l'heure, Albert Anatola a évoqué le cas de l'Afghanistan, le cas de l'Irak, le cas de la Syrie actuelle qui est en train de se détériorer davantage. Le cas même du Nigeria avec Boko Haram et puis l'ensemble des pays du poteau du lac Tchad, du bassin du lac Tchad, qui sont confrontés depuis un certain nombre d'années à ce type de guerres. Ce sont des guerres très longues, ce sont des guerres très coûteuses, ce sont des guerres que les États ou les armées ne gagnent pas. Oui. Donc, c'est le cas par exemple de la zone du Sahel, de la bande du Sahel. Il faut le dire, à un certain moment a été une zone qui était sous contrôle de Muammar Kadhafi. Pas parce que Kadhafi avait une armée assez puissante, là on l'a dit lors d'une émission ici, mais c'est parce que lui également, il avait cette culture de faire ce qu'on appelle les passe-droits. C'est-à-dire, il confiait la sécurisation du Sahel à des tribus qu'il équipait dans l'optique qu'il n'y ait pas une émergence des réseaux terroristes. Bien évidemment, ils étaient équipés, ils étaient entretenus avec du carburant et puis des vides pour les permettre de mieux vivre. Après donc sa disparition, ça a laissé place à cet espace, a laissé droit à un passoire où tout le monde venait s'installer, notamment tous les rebelles de la Kabylie, de l'Algérie, qui sont installés à l'intérieur de cet espace en maître pour continuer à perdurer, à perpétuer leur trafic illicite. Il ne faut pas également oublier que pendant très longtemps, cette zone également avait un contrôle de l'État burkinabé. Parce qu'on disait que c'est de là que partait tout le mercenariat de l'ancien président Compaoré. Et on les déversait de temps en temps en fonction des circonstances, en fonction des gouvernements qui n'étaient pas soumis à l'ordre impérial français pour perpétrer un certain nombre d'attaques. N'oubliez pas qu'il s'est dit que l'assassinat d'Ibrahim Baré Manassaré, je pense en 1997, est parti justement de ce type de sous-traitance dans le Sahel avec un certain nombre de parrains qui étaient justement les chefs d'État. Donc, maintenant, la force, la MINUSCA, l'Union européenne et puis la Barkhane prétendent qu'ils peuvent obtenir des résultats. Oui. On peut s'en féliciter pour s'en moquer par la suite. Parce que présentement, le nord du Burkina Faso est en proie à une instabilité criarde avec une multiplication d'attentats et puis d'attentats mortels. Le Niger, comparativement à ce qu'on est en train de dire, est relativement stable là où arrive à exploiter les minéraux. Mais le Niger également est en proie à des attentats terroristes. Le Mali, c'est vrai que le Mali revient en force sur cet espace-là. Parce qu'il ne faut pas oublier de féliciter la junte malienne par rapport à leur coup d'éclat en termes de management. Parce qu'ils sont en train de présenter une autre visage de pouvoir contourner les réalités de l'establishment. Parce qu'il ne faut pas oublier que la junte a été mise sous pression. On les a obligés de pouvoir choisir un président civil. Ils ont choisi un président civil, c'est-à-dire un militaire à la retraite.
Mais sauf que ce militaire semble, du moins ce président semble répondre aux caractéristiques de la junte. C'est-à-dire c'est un ancien militaire formé à la Russie, en Russie autant pour moi. Et on sait que la junte, en fait ceux qui sont les cerveaux de ce coup d'État, ont clairement montré leur rapprochement avec la puissance de feu russe. Donc, ils reviennent dans cet espace-là avec une autre configuration, certainement avec un redéploiement et un équipement de l'armée malienne. Donc, on espère que cette volonté de l'armée malienne, du moins de cette force latérale, pourra avoir les résultats escomptés. Les résultats, c'est quoi? C'est qu'il faudrait qu'on essaye de pacifier cette zone. Vous êtes assez optimiste alors finalement? J'ose croire qu'on peut être optimiste, mais quel qu'en soit les cas... Même si ça fait déjà une dizaine d'années que ces troupes sont là et qu'elles ne nous ont apporté aucun résultat, nous sommes là dans une zone qui est très vaste. Elle couvre à peu près 2/3 du Sahara. Et on le sait, le Sahara, c'est à peu près 9 millions de kilomètres carrés de superficie. Ça traverse à peu près 11 pays en Afrique. Donc on a à peu près l'ensemble de ces 5 pays-là qui couvrent les 2/3 de ce territoire. C'est un territoire vaste. Jusqu'en 2000, il n'y avait pas d'attaque terroriste, hein? Il n'y avait pas d'attaque terroriste, mais il y avait du business qui s'est passé à l'intérieur. Je vous pose juste une question. Vous savez quand même que jusqu'en 2000, depuis les indépendants, jusqu'en 2000, il n'y avait pas d'attaque terroriste. Non, il n'y avait pas dans ces zones-là. Non, il n'y avait pas d'attaque terroriste parce que forcément, il n'y avait pas de gros enjeux. Les enjeux qui se présentent là maintenant sont les enjeux liés à l'exploitation des minéraux qui se trouvent dans le nord du Mali, tout simplement. Merci beaucoup à Eric Pépin Bicaye. Nous aurons l'occasion justement de donner la place à Patrick Sapa qui va nous rejoindre dans un instant. Jodel Caillot, justement, on a un autre problème. Est-ce qu'on va dire aujourd'hui haut et fort que le terrorisme, finalement, c'est on va dire, je vais dire ça comme étant un financement ou alors peut-être une entreprise qui va rapporter énormément d'argent justement on va dire ça comme ça, aux nations du monde? Bien évidemment, je ne pense pas qu'il puisse y avoir autant de conflits s'il n'y avait pas d'intérêt. Oui. Le terme conflit d'intérêt, tout ce qui va avec. Donc il va de soi que cette guerre profite certainement à certaines puissances. Et en parlant de puissance, on ne peut que parler des grands pays, des pays, soit les pays sous lesquels nous sortons, ou bien issus de la colonisation, et des pays qui dirigent le monde. On ne peut pas entretenir avec autant de véhémence, excusez mon expression, parce que si une guerre dure autant, avec tout le déploiement que nous voyons... Ça signifie qu'il y a quelque chose derrière. Moi, je vais parler du cas, par exemple, de la RCA, que je connais particulièrement pour avoir été là-bas. Dans un cas précis, vous avez l'impression qu'on voudrait que les choses avancent, mais quand vous y trouvez, vous voyez qu'il y a une sorte de cristallisation de la ville du fait de ces forces armées-là qui sillonnent. On donne l'impression d'avancer, mais on voudrait maintenir cet espace de guerre, parce que soit pour les fonctionnaires armés, ça fait bien d'être en mission en Afrique. Excusez-moi si je vois des choses de ce genre-là. On pourrait commettre des exactions, violer les petites filles sans être puni. Vous voyez qu'en dehors des intérêts des grandes nations et des grandes puissances... Ils ne violent pas seulement les petites filles, même les petits garçons. Hein. Et les petits garçons, voilà. Vous voyez qu'à force en dehors de ces intérêts pécuniaires, il y a des personnes, des militaires qui se trouvent à l'aise en Afrique et qui ne voudraient pas partir seulement de le dénoncer. On ne voit pas que l'or ou bien les minerais qui se disputent dans les sous-sols, il y a aussi le fait que cette guerre-là plaît même à ces soldats-là. En dehors de tous ces géostratèges, tout ce qui est compromis, compromission, etc. Donc, la guerre, telle que cela se vit dans certains pays, vous avez parlé de pays proches du Sahara, laisse croire que... Le Mali, le Burkina Faso, le Niger... Laisse croire qu'il y a un intérêt. Maintenant que les intérêts se dessinent de manière claire, parce qu'il y a quand même un cafouillage dans tout cela. On a évoqué tantôt Muammar Kadhafi qui n'y est plus, mais la guerre persiste. On a nos forces coloniales qui sont toujours la France, parce que dans ces pays-là, il y a des colonies françaises, si je me trompe, c'est peu moi. Donc, on est dans une sorte de théâtre macabre qui persiste sans les volontés ou dans la lâcheté de nos chefs d'État. Je pense que dans un État souverain, si on peut résoudre le problème du chômage, on pourrait résoudre le problème de guerre en faisant confiance. M. Bicaye a de manière peut-être implicite, fait valoir la puissance de l'armée malienne. Justement. Pourquoi pas dans ces circonstances-là? On a reproché à l'armée malienne de
pouvoir commettre des coups d'État à chaque année, mais ne pas pouvoir combattre le terrorisme dans la sous-région. C'est paradoxal. Est-ce que c'est une réelle volonté politique? Est-ce que c'est une volonté stratégique? Il y a plein de questions là, auxquelles il faudrait répondre. Nous sommes dans un environnement où les populations subissent cette guerre-là de manière... parce qu'une guerre qui va de 10 ans, il en va de l'économie du pays, il en va de l'atmosphère même dans le pays. On ne peut pas vivre autant dans la guerre sans avoir des incidences sur l'économie. Justement. Imaginez, et c'est pour cela que ces pays, très souvent, sont les pays pauvres. Parce que la guerre... c'est ce que les autres disent, hein. C'est tous les Occidentaux qui déclarent que les pays sont pauvres. Quand on sait pertinemment que ces pays sont entièrement et totalement riches. Vous n'allez pas me dire que le Mali est un pays riche, vous n'allez pas me dire que la RCA est un pays riche, vous n'allez pas me dire que le Niger est un pays riche. Ben, je vous dirais oui qu'ils sont riches. Et qu'est-ce qu'ils ont dans un dénominateur commun? C'est cette guerre-là. Justement. Il ne faut donc pas exclure le fait que la guerre contribue davantage à appauvrir les nations. Ça, c'est vrai. Quand on est pauvre, on est vulnérable. Et vous voyez que la vulnérabilité, cette vulnérabilité, à ceux qui profitent. Qui tirent des ficelles de tout cela. Donc il y a intérêt à ce que les pays riches en sous-sol restent pauvres, qu'on les distrait par des coups de feu, par des viols à gauche à droite, pour extraire les minéraux du sous-sol, etc. Vous voyez même la RDC. C'est un conflit permanent. C'est des millions de morts hein, depuis. Enjeux liés à l'exploitation du sol. Donc il ne faudrait pas faire croire aux gens qu'en dehors du fait que on mesure sa puissance militaire, parce que les gens aussi, par ce biais-là, sont fiers de dire qu'ils ont un arsenal militaire, on peut intervenir dans tout le pays, on peut intervenir dans toute l'Afrique. Je parle forcément des forces des missions onusiennes. En dehors de tout cela, il faudrait qu'ils n'oublient pas que les populations africaines sont conscientes du fait que ce n'est pas pour protéger ces populations-là, mais plutôt à des fins plutôt obscures. Ça, il faut le dire également. Il ne faut pas avoir peur des mots, il faut le dire. Patrice Sapa, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve Joslangos, bonjour à tous les frères qui sont sur le panel et qui ont eu la faculté de me précéder sur cette plateforme-là. Merci de m'accueillir une fois de plus et c'est toujours un plaisir d'être là justement pour apporter des lucioles à la compréhension des enjeux qui gouvernent les relations franco-occidentales et notre continent. Ben, on a justement un sujet sur la table aujourd'hui, on parle de lutte contre le terrorisme et surtout le G5 Sahel, l'aménagement, l'Union européenne qui sont engagés à plus de résultats. Et je posais d'ailleurs la question aux uns aux autres tout à l'heure, de quels résultats parle-t-on quand on sait que ça fait plus d'une dizaine d'années? Eh bien, toutes ces organisations sont là, mais le seul résultat, c'est le désordre. Et pendant ce temps, comme le disait Jodel Caillou, eh bien, la seule chose qu'on connaît dans ces pays, c'est la pauvreté. Oui, ben, je vous emboîte le pas. Le seul résultat, justement, pour cette nébuleuse-là, c'est le désordre. Et j'explique, lorsque vous regardez sur votre chapeau, il y a G5 Sahel, il y a G5, il y a MINUSMA, il y a l'Union européenne, tous ont un objectif commun, le désordre dans cette zone-là. Et pour bien comprendre cette affaire-là, il faut partir justement, vous avez évoqué tout à l'heure pendant que Pépin était ici, qu'en 2000, il n'y avait pas de problème dans cette zone. Alors, en 2010, il y a le programme que le temps a mis en place, justement pour la redomestication de cette zone du Sahel, qui fait, soit dit en passant, 5 97 338 km². Donc, c'est un espace énorme. Et il parlait de 2 tiers de cette zone sahélo-saharienne. Alors, il faut trouver l'épicentre pour partir justement dans cette opération machiavélique. Et on a trouvé déjà 2 objectifs principaux et opérationnels. C'est qu'il faut éliminer d'abord Kadhafi. Kadhafi qui met tout le monde mal à l'aise pour des raisons très simples, c'est-à-dire qu'il a mis en place des instruments qui allaient permettre que l'Afrique puisse répondre présente dans le concert des nations et être respectée sur la scène internationale. Alors, vous avez sur le plan national tout ce qu'il a fait, je n'ai pas besoin de citer ça ici parce qu'on a déjà à profusion distillé ça dans la conscience africaine. Et il y a sur le plan africain justement, et c'est ça qui nous intéresse, qu'il a mis des instruments qui allaient accompagner justement la responsabilité internationale de nos États, notamment créer le FMA qui allait avoir pour siège Yaoundé, la Banque centrale africaine qui allait être abritée par Abuja et pour jouer dans les marchés financiers, et puis la Banque africaine des investissements et du développement à Sirte en Libye, alors qui allait accompagner donc à partir de janvier 2014 justement la création d'une monnaie africaine qu'on avait appelée l'afro.
Alors, il a fallu l'éliminer le 20 octobre 2011 pour d'abord l'évacuer. Et d'ailleurs, pour l'évacuer, il a fallu donc trouver un point stratégique. Le point stratégique, c'était le Mali. Alors, le Mali, c'est l'une des plus grosses surfaces en termes de superficie sur le continent africain. Ça fait 1 240 000 km² là-bas. Et ils ont donc créé des nébuleuses, notamment des groupes terroristes, parce que nous sommes en train de parler là de lutte contre le terrorisme. Donc, il y a le Munjao qui est arrivé, il y a en Sardine, tout ce que vous avez cité, MNLA et tout ça là, et puis le mouvement pour l'unité de la Zawat, des choses comme ça. Donc, ils ont créé, et le désordre est arrivé au Mali, mais sachez déjà que ces gens ont été créés justement pour aller aider à éliminer Kadhafi de l'autre côté. Ils les ont lourdement armés. Quand je dis ils, ce sont des membres de l'OTAN, notamment les États-Unis et la France, lourdement armés. Et aller attaquer Benghazi sans qu'aucune résolution des Nations Unies. Vous parlez des Nations Unies. Oui. N'est décidé d'une résolution, aucune résolution n'a été prise justement pour attaquer le Mali, la Libye. Ils sont allés là-bas parce que vous avez en archive ce que Sarkozy avait dit. Il était quelque part, je crois, aux Indes. Il dit, écoutez, nous intervenons en Libye pour aider le peuple libyen à prendre lui-même son propre destin. Je note qu'en Libye, l'électricité à usage domestique était gratuite, l'hôpital gratuit, l'école gratuite. Lorsque vous naissiez dans une famille libyenne et que vous étiez inscrit dans le livre familial, vous y avez $300 par mois jusqu'à ce que vous atteigniez l'âge adulte. Donc, il n'y avait pas de problème là-bas dedans. Mais eux, ils voulaient permettre à ce peuple libyen-là de prendre son destin. Donc, alors, on l'a éliminé le 20 octobre 2011. Maintenant, on a mis donc cette base stratégique au niveau du Mali avec la partie septentrionale. Parce que vous savez que la partie septentrionale, c'est là où quelques petits groupes, des groupuscules revendiquaient leur autonomie sur le pouvoir de Bamako qui est dans le sud du pays. Et donc, ils ont activé cette affaire-là. Ils l'ont capitalisé pour prendre des hommes là-bas et les liquider Kadhafi. Mais comme ils les ont lourdement armés, ces gars sont revenus pour revendiquer ce qu'ils avaient tenu comme deal avec ces bandits internationaux, c'est-à-dire prendre leur zone en autonomie. Alors, ils leur ont dit, écoutez, vous allez nous servir. Nous allons simplement permettre que Bamako ne contrôle rien dans le nord et ça va nous permettre d'utiliser le Mali comme point stratégique pour contrôler tout le Sahel, ce que vous appelez le G5 Sahel aujourd'hui fait la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Burkina Faso et puis le Tchad. Le Tchad, oui. Voilà, donc on va utiliser cette zone-là pour cette fin-là. Alors, ils arment directement le Mali en termes de gouvernement à gauche et à droite, ils arment indirectement les rebelles et pour qu'ils entretiennent justement l'incertitude et l'insécurité. Alors, on s'est retrouvé donc, pour que cela soit techniquement possible, ils ont mis en place ce qu'ils ont appelé l'opération Serval, qui est née en janvier 2013. Et je note que pour le cas du Mali, on est allé en Algérie. À Alger, on est allé au Burkina Faso pour essayer de prendre, à Ouagadougou, pour essayer de prendre quelques résolutions pour régler la crise malienne. Et crise qui n'a jamais été réglée. Elle n'a pas été réglée. Mais pourquoi la crise malienne arrive? Justement pour que cela soit compréhensible, c'est que pendant 20 ans, Amadou Toumani Touré, qui avait fait un coup d'État salutaire pour l'Afrique en 1992 sur celui qui est décédé il y a pratiquement 3 semaines aujourd'hui, c'est-à-dire Moussa Traoré. Et donc, je vous remettre la vraie orthodoxie de la gouvernance au niveau du Mali. Et il a fait ce coup d'État, mais il n'a pas présenté sa candidature à l'élection. Ce qui fait qu'Alpha Oumar Konaré a pris le pouvoir. Oui. Il a fait 10 ans parce que la Constitution là-bas voulait qu'il fasse 5 ans renouvelables une fois, jusqu'en 2002. Et en 2002, justement, ATT est revenu. Il a pris également 10 ans, donc 5 ans renouvelables une fois. Donc, il n'y avait pas de possibilité, il n'y avait même pas d'opportunité de coup d'État au niveau du Mali, avec Yaya Sanogo qui a été activé par ces gens-là. Alors, ils ont fait ça pour qu'il n'y ait pas la possibilité de reprendre quelqu'un qui allait suivre la logique de ces deux grands hommes qui ont permis que la France ne fasse pas la moindre extraction sur le Mali pendant 20 ans. Alors, pour que ça soit possible, il fallait donc trouver un pion. Le pion, c'était Ibeka. Et Ibeka, parce que Laurent Fabius, qui était le premier ministre le ministre des Affaires étrangères de Hollande, lui a dit, écoutez, je suis allé à l'université avec ce monsieur, Ibeka, donc ça va être le meilleur intellectuel de la France au Mali. Et c'est pour ça donc pendant qu'on n'a même pas encore appliqué Alger ou Ouagadougou, on s'est engouffré dans une élection périlleuse, comme ce fut le cas en Côte d'Ivoire. Alors que le Nord Mali était totalement insécurisé par ces gens-là. Alors ils ont organisé une escroquerie politique et un banditisme démocratique tel que j'ai l'habitude de le dire déguisant en élection. Et puis on a positionné Ibeka. Et on vous comprend. Voilà, donc on retrouve Soumaïla Cissé, donc je crois Albert a parlé. Soumaïla Cissé, lui, il s'était ouvertement opposé à l'intervention française au Mali.
à cette époque-là. Alors, on a donc un homme là-bas qu'on appelle parce qu'il est toujours d'attaque aujourd'hui, Tibilier Dramé. C'est lui qui a mené tous les accords de Ouagadougou, etc. On voyait que c'était lui qui allait porter le chantier. Alors, ils ont signalé que ce mec devait se mettre de côté. On a demandé, quand je dis on, c'est François Hollande qui demande à Laurent Fabius de copier notre ami, le médiateur intergalactique Blaise Kopfo, serial killer Compaoré, pour qu'il aille justement faire entendre raison à Tibilier Dramé qu'il va faire la deuxième force politique du pays parce qu'ils vont mettre Ibeka au pouvoir. Tibilier Dramé a dit ok, je ne participe pas à cette mascarade là, je retire ma candidature. C'est comme ça qu'ils sont en mal de deuxième force politique. Ils vont donc ressusciter Soumalay si c'est pour lui dire bon, sauf fait de sortie comme celle que tu as faite là la dernière fois. Donc tu vas faire la deuxième force politique du Mali. Donc ça veut dire que comme il a été enlevé par ces groupes terroristes à Somalia, si c'est jusqu'à date, eh bien lui-même il paye le tribut de cette parjure et ce conspiratisme d'État. Donc pendant qu'on est au niveau du Mali avec ce schéma que je suis en train de décrire, eh bien il faut donc étendre. On met donc techniquement, pour que ce soit techniquement possible, on met les bases principales. Militaire française. On a commencé par Serval en janvier 2013. Serval, donc, c'est les bases principales, c'était celle de Niamey au Niger, qui allait permettre des opérations de renseignement. Oui. On a créé une autre base à Gao, c'est au Mali, c'est dans la frontière justement qui sépare la partie septentrionale et la partie méridionale. Et on a mis une autre base à Ouagadougou. Celle-là devait faire des opérations avancées, des choses comme ça. On a créé une autre base, ça c'est la base principale de l'état-major justement de cette affaire-là au niveau de N'Djamena. Et donc, lorsque Serval avance, on constate qu'il faut absolument remplacer cet instrument. Ça, c'est parti de janvier 2013 jusqu'en juillet 2014 et en août 2014 on remplace Serval par Barkhane. Alors Barkhane vient ajouter des instruments sur ses bases principales. Oui. Donc il y a les bases en poste avancé, c'est-à-dire les bases de Tessalit encore au Mali, toujours dans le nord. Il y a une autre base dans ce qu'on appelle Bonono, ça c'est au Niger, et puis à Faya-Largeau au Tchad. Alors à côté de ces bases d'avant-poste, on a trouvé donc des bases arrière. Bases arrière faites de la présence militaire française sur l'Afrique et dans ce Sahel-là. Donc vous avez la base française qui a été mise en place en Côte d'Ivoire, donc pour gérer toute cette situation, celle qui est au niveau de l'Afrique centrale, au niveau du Gabon, celle de Dakar avec les éléments justement tchadiens et celle du Niger, donc pour gérer et contenir toute cette zone-là sur le plan opérationnel. Donc cette affaire-là est donc arrivée. Prétendument qu'elle venait régler le problème du terrorisme là-bas, protéger les civils. Nous sommes donc dans un bilan cauchemardesque qu'on n'a pas besoin d'indiquer ici parce que tout le monde sait ce qui se passe au Mali et dans cette zone sahélienne. Quand le Niger, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, on sait pertinemment que tout ça c'est un imbroglio extraordinaire. Beaucoup de morts et on s'amène donc à gauche et à droite pour aller peut-être à Pau pour dire ok on va redéfinir, recalibrer justement la qualité des relations dans ce Sahel, l'intervention française avec tout ce que vous avez couvert. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas terminé justement son allaitement maternel dans la compréhension des enjeux qui accompagnent les relations france-africaines, eh bien, il dit au chef d'État, je vais vous convoquer ici, vous allez venir me dire. Il faut repréciser ci et ça. Ils sont allés à Pau, là-bas, aller l'accompagner dans cette bêtise-là. Ils sont revenus et Issoufou signale là-bas que c'est une partie du Sahel, des populations qui ne veulent plus de Français sur la zone. Eh bien, que la majeure partie du peuple dans ce Sahel-là veut absolument que la France reste là. Nous voulons que vous restiez avec nous et tout. Alors, donc, merci. Vous vous retrouvez donc dans ce G5 Sahel, pour terminer, Steve Jocelyn. Vous avez le chef d'État qui accompagne cette affaire. Donc, vous avez Ould Ghazouani, celui de Mauritanie, qui a été mis en place justement pour remplacer celui que vous connaissez, Ould Abdelaziz, parce qu'on lui a dit, parce que c'était une succession de coups d'État en Mauritanie. Donc, on lui a dit, ok, comme tu viens là, tu vas, en échange de ta tranquillité, tu vas recevoir tous les projets, tous les regroupements. C'est pour ça que vous avez Nouakchott, Agbit, presque tous les regroupements qui concernent ce Sahel-là. Lui, il est calme, il ne doit pas s'opposer à la démarche justement occidentale dans cette zone-là. Et vous avez au Niger, quelqu'un qu'on appelle Issoufou. Lui, il a été mis en place parce qu'il était le cadre d'Areva, un des cadres supérieurs d'Areva, parce que Mamadou Tandia voulait justement revoir les prix de l'uranium. Il dit que nous ne pouvons pas avoir tout l'uranium ici et que 4 des 5 foules qui s'allument en France le sont par l'uranium du Niger et qu'on n'ait pas de dividendes derrière. Alors, coup d'État
pour mettre donc le cadre de Arriva, celui qui est national de Pau, mais dans le cœur il est français. C'est Bandou Issoufou qui arrive et il ne peut donc pas aller contre le ramé, à contre-courant de la façon dont ces gens-là ont décidé. Donc vous retrouvez dans IBK, j'ai suffisamment expliqué comment il est arrivé au pouvoir, et il y a donc un homme qui met mal à l'aise tout le monde, c'est Idriss Déby. Idriss Déby qui lui connaît très bien ces mécanismes parce que lui, le 4 décembre 1990, lorsqu'il est arrivé sur Issy-Nabré, il a compris, il comprenait très bien tout le jeu qui était là, parce que lui-même, il a été fait par ce système. Mais aujourd'hui, il essaye de sortir de cette logique-là. C'est pour ça qu'il a toutes les foudres. Alors, il décide d'envoyer, parce qu'il y a 1400 hommes tchadiens dans cette MINUSMA-là, donc pour accompagner ce travail-là sur le plan principal, mais surtout qu'il voulait envoyer 480 autres éléments au niveau de la frontière triangulaire entre le Burkina Faso, le Niger et le Mali. Oui. Pas le Tchad, le Mali, donc cette frontière la plus dangereuse, qui est l'épicentre de toutes les opérations macabres là-bas. Et il voulait envoyer 480 hommes là-bas pour renforcer le dispositif. Qu'est-ce qui se passe donc le 23 à Boma, c'est dans le nord du Tchad? Eh bien, distraction. 98 éléments d'armée tchadienne sont évaporés de la nature parce que les bandits sont embusqués là-bas au confins du Sahel pour éliminer ces gens-là distraits au début. C'est pour ça qu'il a dû arborer lui-même les treillis militaires pour aller se sédentariser au niveau de Boma pour régler cette fois avec Boko Haram. Alors, derrière, on lui a dit, écoutez, vous allez laisser ça faire tranquille. Donc, vous n'avez pas à avoir les hommes là-bas parce qu'on sait justement que ces hommes, l'armée tchadienne, c'est la meilleure. On mange bien. Exactement. L'armée tchadienne, c'est la meilleure dans toute cette zone du Sahel. Et donc, il est resté, Idriss Déby est rentré au palais, tout remonté. C'est vrai qu'il a repoussé Barkhane, je vais parler de Boko Haram, dans ses retranchements. Et ils ont fui, ils ont pris la peau d'escampette. Et donc, il est revenu à N'Djamena, mais tout énervé parce que on lui a demandé de sursoir envoyer des hommes là-bas. Un peu comme cela se fut le cas en Centrafrique, où on a demandé à Ibo Biageba de rester tranquille parce qu'il voulait envoyer des hommes là-bas, au niveau de la Centrafrique. Et donc, il est resté, et vous comprenez donc que lorsque on met IBK en place et que on enlève IBK à la faveur de tout ce qu'on a expliqué là, c'était pas un coup d'état, en fait c'était la population qui voulait se débarrasser de lui et qui a appelé l'armée pour venir l'aider dans cette démarche-là. Alors comme lorsqu'il part, il faut donc reconfigurer, il faut repenser, il faut réorienter la stratégie, cette fameuse stratégie de lutte contre le terrorisme prétendument entre guillemets au niveau du Sahel, pour faire croire à l'opinion, à l'esprit opaque et très mal éclairé qu'il y a un travail là-bas, alors que depuis une dizaine d'années justement, il n'y a absolument rien du tout. Et il n'y a que, qu'est-ce que vous avez dit au départ? Un désordre, un gros désordre d'ailleurs, un très très gros désordre, et pendant ce temps, on continue à puiser des richesses. André Christelle Fanga, vous l'avez bien suivi, on a l'impression que sur le continent africain et surtout dans la zone du Sahel, on maintient la peur pour avoir la présence des militaires français, militaires de l'Union européenne, et sans oublier le G5, pour faire croire au monde entier que parce qu'il y a le terrorisme, parce qu'il y a le terrorisme, qu'on doit justement avoir la présence des militaires français et des autres, justement, sur cette zone. Merci, Josolangos. Je dis toujours, je prends toujours mes références dans les Saintes Écritures. Et quand je lis le livre de Jean, chapitre 10, le verset 10, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Voilà les trois éléments du voleur. Et au vu de tout ce qui est dit, tout ce qui est établi, vous comprenez que ça colle à une certaine catégorie de peuple ou bien de personnes, ou bien d'organisations, ou bien de pays, ce mot de voleur. Et nous pouvons comprendre qui sont les voleurs aujourd'hui. Et ce n'est que normal qu'il y ait destruction, ce n'est que normal qu'il y ait vol, ce n'est que normal qu'il y ait qu'on égorge les gens. Donc vous ne pouvez pas demander à un voleur de faire du bien. Vous ne pouvez pas demander aux gens qui n'ont que la logique de détruire, de faire du bien, parce que pour eux c'est du mal. Parce que quand vous regardez, et d'ailleurs ma soeur a très bien rappelé un fait, l'opération Sangaris, je crois, en Centrafrique, ils ont confondu de cibles, ils ont confondu les rebelles ou bien soi-disant ceux qui causaient le désordre en Centrafrique, ils se sont concentrés que sur les fesses des petits garçons et des petites filles. Donc vous voyez le travail du diable. C'est dur, mais bon. Mais écoutez, ils ont confondu. Parce que le travail, ce n'est que pour voler,
détruire et tuer. Parce que s'ils n'arrivent pas, la destruction c'est quoi? Parce que quand ils viennent avec l'ambition, on vous dit non, on est venu vous aider. Leur ambition, ce n'est pas vous aider. Si vous violez déjà les petits garçons, si vous violez déjà les petites filles, c'est pour vous dire quoi? C'est pour détruire l'avenir de votre pays. Parce que nous savons tous que l'avenir, c'est la jeunesse, c'est les enfants. Vous comprenez? Nous travaillons pour... En fait, même, si on vient sécuriser les États, c'est pour que les jeunes puissent avoir l'espoir. Mais c'est plus de ces jeunes-là que vous, soldats de Sangaris et tout le reste, vous vous concentrez plutôt sur leur pupus et leur petits trucs. Donc, vous comprenez que c'est très dangereux. C'est des organisations, quand vous parlez de terreur, Mundiao, Ansardine, Boko Haram, c'est pas eux les terroristes. Il faut se le dire clairement dès aujourd'hui. Les vrais terroristes du monde, c'est l'Union européenne, c'est les Nations Unies, c'est l'OTAN, c'est la France, c'est les États. C'est eux les vrais terroristes. Il faut bien, pour qu'on puisse réussir dans ce combat, il faut savoir bien cibler. Parce que si nous ne ciblons pas la bonne cible, si nous n'identifions pas le vrai voleur, le vrai destructeur de nos États, alors là, nous allons continuer à faire confiance à notre voleur qui vient se présenter à nous comme le pompier ou bien celui qui va nous sécuriser. Et vous lui remettez les clés de votre porte alors que c'est lui qui vous dévalise après. Donc la vérité, c'est que toutes ces organisations que vous voyez sur le théâtre des opérations au niveau du Sahel, ben, ils ne sont pas là pour le bien des peuples sahéliens. Non. Ils sont là pour leur intérêt. Il faut sécuriser. Et d'ailleurs, quelqu'un a pris un bel exemple aujourd'hui au Niger, où il y a tant de terroristes, mais vous n'avez jamais vu arriver à attaquer un jour. Vous n'avez jamais vu les bases françaises attaquer un jour. Parce que quand même, vous n'allez pas nous dire que vous êtes là pour défendre les intérêts de la population et des autres. Et vous ne défendez pas, vous n'allez pas attaquer ce qui est notre malheur, c'est-à-dire les sociétés, les multinationales comme les Areva. Donc vous comprenez que 25 ans, plus de 25 ans aujourd'hui de MONUSCO au Congo, donnez-nous le résultat. Rien du tout. C'est une série de viols, c'est une série d'égorgements, c'est une série de destructions, c'est une série de déstabilisations. On voit l'émergence plutôt des autres groupes. Les Maïmaï sont là, les Banyamulenge et tout ce que vous pouvez appeler tous ces groupes terroristes-là, peu importe leur nom. Vous voyez qu'aujourd'hui, on n'a pas de résultat. En fait, je voudrais que nous faisions un jour le bilan de toutes ces organisations internationales, ce qu'ils ont apporté. D'abord pour la lutte contre la pauvreté, la lutte contre les maladies, contre les grandes pandémies. Donnons-nous le résultat parce que ces organisations-là font partie des Nations Unies. L'OMS fait partie de l'organisation des Nations Unies. Maintenant, quels sont les résultats sur le terrain? Rien du tout. Mais nous continuons, nous Africains, à croire que notre sécurité, notre protection viendra du voleur. Alors qu'en réalité, nous devons plutôt nous protéger contre ce voleur-là. En pensant qu'aujourd'hui, nous devons mettre en place nous-mêmes nos propres systèmes de sécurisation. Et plus même, nous devons nous interroger parce que vous parlez de terrorisme. Le terroriste ne peut qu'utiliser les armes, ne peut qu'utiliser les bombes. Qui sont les principaux fabricants de ces armes et de ces munitions? Les munitions viennent d'où? Parce que la vérité, c'est qu'en Afrique, il n'y a aucune société de fabrication de munitions. Il n'y a aucune société de fabrication des armes. Il n'y a aucune société de fabrication des blindés. Il n'y a aucune société de fabrication des lance-roquettes et des roquettes et de tout le matériel militaire. Donc, ça se trouve quelque part. Même les treillis militaires même ne sont même pas fabriqués en Afrique. Donc vous allez retrouver que c'est bien organisé, on sait qui fabrique, on sait qu'en France nous avons la famille Dassault qui est l'un des plus grands fabricants d'armes et nous savons les relations qu'ils ont avec certains groupes rebelles. Nous savons aux États-Unis les plus grands fabricants d'armes, que ce soit en Israël, que ce soit en Italie, que ce soit un peu de partout. Nous savons qui fabrique les armes et comment ces armes-là, parce que nous avons souvent un contrat entre l'armée régulière et les rebelles, où vous retrouvez la même qualité. Parfois, les armes les plus sophistiquées sont entre les mains des terroristes. Parfois, même les armes les plus sophistiquées sont entre les mains des terroristes. Vous voyez, j'ai vu une photo une fois, on a montré l'armée américaine, les bottes, les treillis américaines, et les rebelles du Sahel. Donc, vous voyez que c'est la même fabrication, la même marque. Ça veut dire que c'est une même maison qui les livre. Et c'est les mêmes gens
qui vient dire que non, on vient vous sécuriser, il faut que vous dormez tranquille, vraiment, on va essayer de faire. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, le G5 Sahel n'a jamais atteint son budget. Parce que la vérité, c'est qu'on a mis des préalables sur la table, qu'on a besoin des moyens pour sécuriser. Il faut, voilà, les moyens n'ont jamais été là. Les moyens, non. La France a promis, elle n'a jamais accompli. Tous les États qui ont voulu, qui ont déclaré haut et fort qu'on va apporter, d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, le matériel roulant pour accompagner le G5 Sahel n'est pas toujours arrivé, alors que nous, on a vu le 14 juillet, la France vanter son nouveau matériel militaire à Mondiovision, que voilà, la France a créé ceci. On a vu les États-Unis vanter leur nouveau matériel militaire, mais jusqu'à présent, nous, on continue à être en insécurité. Le voleur ne fait que nous tuer, le voleur ne fait que nous égorger, le voleur ne fait que nous voler. Merci beaucoup, André Kisselfanga, messieurs. On a encore plus que 22 minutes pour sortir de cette édition de DBS ce matin. Oui, le temps passe vite. Vous n'avez pas besoin de regarder l'heure, Patrick. Le temps passe très vite. Je vais lire quelques messages. Amer Solange McDonald, elle nous dit bonjour DBS, merci pour votre travail. Ndefo Mathieu, un salut fraternel aux libres penseurs de mon pays. Merci pour le travail. Abattu DBS, nice day. Stéphane Sullivan, Onana, fidèle téléspectateur. Bonjour DBS matin, qui nous dit également que la théorie du chaos dominait en alimentant le terrorisme pour mieux piller les sources. Premier remède, États-Unis du Sahel. C'est ce qu'il nous dit. Il nous regarde et il nous fait savoir également que, jusqu'à preuve de contraire, le second remède, c'est chasser la France et ses alliés. Patient Parfum d'Homme également en ligne ce matin. Bonjour et bon courage. Quinette Erna, depuis les États-Unis, dit bonjour DBS. Paul Bicoy, bonjour DBS. La panéliste féminin, en ce moment qui parle, est sous la coupe de Georges Soros. Non, on vous tire dessus déjà. Bienvenue en tout cas dans le club. Babana Yeuse Revolver dit vive Patrick Sapak, le génie de l'analyse politique africain, futur président du Cameroun, si prête à Dieu. Bon, on vous prend, on vous dit, dites-leur que vous voulez pas être président. Oui, je suis largement issu du Cameroun. Bonjour DBS, ce sont des voyous. Hector Achille Mengue depuis la Belgique nous dit bonjour à toute l'équipe de DBS. La matinale et longue vie à vous. Quinette Erna du côté des États-Unis dit le viol des enfants fait partie de leur mission de destruction. Violer les enfants, c'est déjà compromettre l'avenir de la nation. On vous a compris. Quinette Erna. Estelle Gono, l'Afrique sera-t-elle belle un jour? Nous courons toujours vers un grand danger. Et oui, il faudrait justement faire le nécessaire pour ne plus courir vers ce danger. Avec les messages maintenant sur WhatsApp. Bonjour DBS. Les voleurs français ne se trompent jamais. C'est leur vocation. Les Africains devraient déjà trouver leur propre sécurité. André depuis le Gabon. Bonjour Monsieur Steve, votre émission est très importante pour le développement, pour la jeunesse africaine. J'aimerais vous déplacer votre émission dans la région de l'extrême nord pour permettre aux jeunes de la région d'avoir une idéologie nationaliste, c'est ce que vous vouliez dire, si possible. Adamou depuis Marois. Vous pouvez nous déplacer, il n'y a pas de souci. On viendra. On viendra. C'est notre vœu le plus cher d'ailleurs. On a un programme dans les jours à venir, justement aller de ville en ville et surtout faire ces émissions-là de DBS matin. Bonjour DBS, il faut que les Africains comprennent que le blanc n'a jamais aimé le noir. Ils sommes depuis Douala. Merci DBS, si tu n'existais pas, il faudrait te créer. Merci mon fils Ngos. Je suis Mamsol de Douala. Merci à tout le panel. Merci également à vous, maman. Et je sais pas si vous êtes un homme ou une femme. Merci en tout cas à vous pour tout ce que vous nous apportez. Bonjour Steve, bonjour à vos invités et invités. S'il vous plaît, dites à monsieur Patrick Sapak de ralentir un peu. Je voulais prendre des notes, mais j'ai pas pu. Trop rapide. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de temps. Il n'y a pas beaucoup de temps. On joue avec le temps. Ne vous inquiétez pas. On va prendre le temps. Bonjour DBS matin. Merci de nous édifier par ces analyses. Merci au génie Patrick. Comment aller à son école? Je veux être comme lui. Sam depuis Cotonou au Bénin. Oui, bon, il est là, hein. Vous pouvez également l'avoir sur Facebook, un peu partout. Donc, ne vous inquiétez pas surtout. Bonjour, DBS Matin. Je vous remercie pour votre débat d'éclairage. La France est au centre de tous les terrorismes en Afrique, surtout dans le Sahel. Fabrice Yomi depuis Niamey, c'est au Niger. Donc, qui vous suit d'ailleurs ce matin. On va continuer à lire rapidement, messieurs, avant de revenir, parce que chacun aura 3 minutes. Hein. Bonjour le panel, une fois de plus, il faut étendre le débat d'aujourd'hui en incluant le Cameroun. Pourquoi le président Biya n'est pas dans les bontés de l'Occident? Eh bien, il ne dépend pas de personne, donc indépendant. 2, il est plus rodé de tous
parce que doyen, on comprend pourquoi on lui colle la guerre imbécile au nord-ouest, Boko Haram au nord et Antibalaka à l'est, et comme si cela ne suffisait pas au centre, c'est Maurice Kamto. Les gars, c'est pas le débat. C'est pas le débat. C'est monsieur C'est très bien dit, hein, ça c'est très... C'est bien dit. Voilà. N'oubliez surtout pas que le drapeau français a flotté 48 heures en Gaoundéré n'eût été la vigilance d'un groupe d'officiers supérieurs de l'armée camerounaise. On sait justement, et justement vous également, hein, on se rappelle de ce qu'on était ailleurs à ce moment-là. Vous vous rappelez d'ailleurs de cette histoire. Nous qui avons livré ça. On a livré justement cette information à cette époque. Bonjour à tous les panélistes d'autorisme. Entre ce problème, encore ce problème, que vient faire l'Union européenne dans les problèmes du G5 Sahel? N'est-ce pas ces Européens qui créent et financent ces mouvements dans l'optique de destituer tous les chefs d'État qui ne les arrangent pas? Quels résultats espèrent-ils? Depuis quand on allume le feu et espère que le bois ne s'embrase pas? L'Afrique doit se réveiller sans faire de publicité. Un artiste sultan Ho Chi Minh avait dit dans l'une de ses productions, je cite, l'Afrique doit faire sa propre révolution, 360 degrés de réflexion. Merci d'IBS ce matin de conscientiser la jeunesse. Meilleurs vœux pour ce mois. Guy depuis Yaoundé, la capitale du Cameroun. Bonjour à toute la grande famille d'IBS, la matinale, c'est Thompson et Han depuis Bédi pour la thématique de ce matin. Je pense qu'il faut que l'Afrique redoutable de vigilance redouble, c'est ce que vous voulez dire, de vigilance, parce qu'on ne peut pas faire confiance aux pompiers pyromanes. Le président de la France a dit à Mondovision que, je cite, les pays qui refusent la protection de nos forces armées peuvent nous demander de nous retirer et on va partir de leur zone. Il continue et dit que nous avons perdu nos soldats au Sahel et ces meurtres atroces ne seront pas pardonnés. Regardez comme un chef d'État a peur d'être ambivalent. Eh ben, moi, je pense qu'ils veulent redoubler de force pour nous assujettir davantage et mettre nos États dans des guerres insensées pour écouler leur stock d'armes et de munitions. La force du faible est en Dieu et la main des armées de Dieu, tout puissante, en tout cas, protégera l'Afrique, le berceau de l'humanité. Excellente journée à vous, le plateau. Que Dieu vous bénisse. Thompson et Han, Bédi, ici même à Douala. Bonjour DBS, c'est un plaisir de vous écouter ce joli matin. Courage à vous. Que l'Éternel Tout-Puissant veille sur vous. C'est Latifou Mola depuis Sokodé, c'est au Togo. En parlant justement du Togo, je tiens à dire à tous les Africains ce matin que lundi prochain, eh bien, il y aura un sujet sur la table. Ce sera bien sûr 60 ans de démocratie au Togo. Eh bien, que comprendre? Y a-t-il eu réellement démocratie au Togo? Eh bien, ce sera le cas lundi prochain. Patrick sera également de la partie. C'est préparé depuis des semaines. Mardi, nous allons également nous occuper du Gabon. Et puis, avec la dépénalisation de l'homosexualité de ce côté-là, qui gouverne actuellement le Gabon. Et nous allons justement le savoir mardi prochain. C'est des rendez-vous que je vous donne. Vous qui êtes à la maison. Salut le plateau, c'est juste pour informer le G5 d'oublier l'Union européenne et ses consorts, les terroristes dont on parle sortent les fruits de l'Union européenne et ses alliés. Ils ont sémé en Afrique. L'Union européenne sème la panique avant de piller Amoussou Tibara depuis Kamba. C'est au Togo. Il nous a écrit ainsi. Bonjour DBS ce matin, s'il vous plaît, dénoncez cette situation. Les frais de correction et de délibération du baccalauréat et probatoire ne sont pas encore payés chez certains enseignants. Nous sommes à quelques jours de la rentrée. Oui, payés. Payer. Voilà, je pense que j'ai dénoncé. Payer, justement, il faut le dire. Il faut payer les enseignants, les frais de correction du baccalauréat, du probatoire. Il faut payer, ils attendent. La rentrée, c'est lundi. Ils veulent quand même payer la scolarité des enfants. S'il vous plaît, messieurs les gouvernants, payez. Il faut payer. Bonjour Steve, s'il vous plaît, faut pas trop lire les messages, donne la parole au mari, surtout à sa part. C'est ce que je fais, il faut d'abord que je dise les messages. Quand je lis pas les messages, je lis pas les messages. Allons-y, rapidement, mon dernier message. Bonjour, le panel est important pour l'Afrique de comprendre que la démocratie n'est pas notre affaire, à moins de la redéfinir en notre taille. De plus, il est important de comprendre que le bourreau ne peut jamais apporter de l'aide à sa victime, si ce n'est pour lui permettre de vivre afin de mieux le sucer. Pasteur Akamba Alex qui nous écrit également ce matin. Messieurs, on m'a demandé de vous remettre la parole. Je vais vous remettre justement la parole. C'est votre droit le plus absolu. Albert Anatola ici, jusqu'à preuve de contraire, lorsqu'on suit tous les événements sur le continent africain, précisément dans la zone du Sahel, depuis les années 2000, on parle toujours de terrorisme. Moi, je pose une question à vous qui êtes journaliste d'investigation. Pourquoi est-ce que les gouvernants ne prennent pas la décision tout simplement de ne plus intégrer justement dans nos États les Occidentaux, alors finalement la communauté internationale?
Qu'est-ce qui les empêche d'ailleurs de le faire? Tout à l'heure, peut-être je suis pas allé en profondeur dans l'élaboration de ma pensée. J'ai tenté de dire qu'il faut, sur le continent africain en général, il faut une véritable constitution de la nation, des États. C'est important. La deuxième chose, il faut une autonomie militaire. Vous ne pouvez pas avoir une armée où vous avez des coopérants français, russes, israéliens, américains. Ce sont des espions. Parce qu'ils connaissent votre stratégie, maîtrisent votre puissance de feu et tout ce que cela comprend. Ça, c'est important de le préciser. Parce que il s'agit d'une chose, Boko Haram et consorts, ce ne sont que les exécutants, n'est-ce pas, de ce que je pourrais appeler les usines à pollution de l'insécurité ou bien du terrorisme, de la déstabilisation mondiale. Oui. Donc, ils ne sont que des exécutants. Mais pourtant, ces personnes sont justement des Africains, hein, ces terroristes. C'est là qu'on ne comprend pas. C'est comme si eux, ils n'aiment pas leur pays. Voilà pourquoi ils ont pris l'initiative d'accepter de l'argent de l'extérieur pour continuer à déstabiliser leur pays. Qui a tué Sankara? Bon, tout le monde le sait. C'est ce que qui a commandité le meurtre, l'assassinat de ça venait de l'étranger. Voilà. Donc, ça obéit à la même logique. C'est-à-dire qu'on instrumentalise ou bien on formate certains pour justement assassiner les autres. Dans une précédente émission, dans le cadre de cet échange matinal, j'ai eu à vous dire que vous avez au sein de l'armée américaine des soldats qui s'appellent Haïti, des soldats qui s'appellent Sapak, qui s'appellent Ngoz, Kamani, qui sont d'origine camerounaise, mais qui ne le sont plus, qui sont des Américains et qui conduisent pour espionner, éventuellement pour même déstabiliser ce pays, parce qu'ils ne sont plus de votre côté. C'est ça qu'il s'agit. Donc, pour moi, ce qui est fondamental, c'est justement d'avoir des armées autonomes bien formées et indépendantes. Parce que, je parle et puis indépendant des accords de coopération militaire, ça c'est important. Il y a un autre problème qui va se poser en ce moment là-bas à l'Atola ici. Les armes ne viendront pas du ciel, puisqu'il n'y a aucune industrie d'armement sur le continent africain, sauf peut-être du côté de l'Afrique du Sud. Ceux qui produisent, qui fabriquent les armes, c'est un business pour eux, ils ont besoin, c'est vrai que c'est contrôlé. Mais ceux qui produisent, qui vendent les armes, c'est un business pour eux. Je pense qu'ils ne peuvent pas réussir à vendre leur armement là où ils en ont la demande, même si c'est, comme je l'ai indiqué tantôt, c'est contrôlé. Cependant, et c'est essentiel de le préciser, dans le cadre, par exemple, du G5, ça est dans la zone du Sahel, sahélo-sahélien, vous allez constater que la plupart de ces armées ne sont pas structurées. Je prends le cas de l'armée malienne. Est-ce que l'armée malienne, tout à l'heure, je l'ai bien fait de le préciser, c'est-à-dire que cette armée qui a la faculté de faire des coups d'État, mais n'est pas capable de sécuriser son pays, de protéger sa population. Tu penses quand même qu'ils ont commencé à le faire en notre ici? Pourquoi ils ne l'ont pas fait avant? Deuxième chose, c'est une armée qui n'a pas la logistique adéquate. Parce que tout à l'heure également, je pense que vous qui l'avez indiqué, vous vous retrouvez avec, n'est-ce pas, des groupes terroristes qui ont une logistique, une puissance de feu plus importante que celle de l'armée régulière. Celle de l'armée régulière, oui. Et donc, un problème, ça veut dire que derrière, il y a une industrie, il y a une officine qui fabrique, qui les arme et qui les paye. Parce qu'il faut quand même vous dire une chose, une Kalachnikov, ça coûte quand même au moins $1000, au moins, ou $2000, au moins. Alors, comment fait-il que quelqu'un qui n'est pas capable de prendre 3 repas par jour se retrouve en train d'utiliser porter quand même une Kalachnikov $? Merci beaucoup Albert Anatola ici. Jodel Caillot, finalement, sur le continent africain, on a 2 sortes d'Africains. Ceux qui aiment leur pays et ceux qui sont contre leur propre pays. Bon, être contre leur propre pays, je ne pense pas, c'est pour des intérêts. Vous voyez qu'il y a des revendications quelque part au Nozo et ils prétendent le faire par amour. Par amour de leur pays. C'est quelque chose de très subjectif. Pendant ce temps, les élèves ne vont pas à l'école, les enfants ne vont pas à l'école, les écoles sont brûlées. Ou pas aimer, c'est très subjectif. Vous appelez ça l'amour là? Moi, je ne voudrais pas qu'on utilise ce terme-là. Oui. Parce que ce n'est pas... Ils vont vous dire que c'est par amour qu'ils prennent les armes pour libérer les peuples et tout. Vous savez, en termes de justification, les gens peuvent se justifier comme ils peuvent. Donc moi, je voudrais juste dire que comment on en arrive là? Comment on fait pour avoir dans un pays des terroristes qui sont du même pays et en face son frère, peut-être du même pays également. C'est ça des questions fondamentales. Parce que dire qu'on n'aime pas un pays, c'est pas parce que on a une certaine définition du mot amour qu'on va dire que c'est un désamour de ce côté-là. Non. Maintenant, qu'est-ce qui conduit à tout cela? Il y a des frustrations. Il y a des frustrations.
Quand un civil prend une arme et s'érige contre son pays, c'est parce qu'il est frustré. On fait comment pour arriver à cette frustration-là? C'est des années et des années d'oppression, des années et des années d'absence de liberté, de boulot, etc. Ces personnes armées-là gagnent ces troupes-là. Pourquoi? Pour se faire de l'argent. Ne dites pas que ce n'est pas par amour. Il y a des terroristes ici qui nourrissent leur famille. Je suis désolé. Bon. Et les parents savent que ce sont les terroristes. Famille, finalement, en ce moment-là. Justement, c'est pour ça que j'ai dit que ça dépend de comment on voit cet amour-là. Il faut comprendre les choses dès la base. Et c'est pour ça que les chefs d'État africains gagneraient à franchir leur population. L'affranchissement, c'est l'épanouissement dans tous les secteurs que ce soit. Ne reprochons pas forcément, je ne sais pas que je fais l'apologie du terrorisme, mais il faut, quand on veut résoudre un problème, on voit toutes les causes. Il faudrait que ces groupes armés-là disent non. Pour dire non, il faut avoir le choix. Quand on est dans une zone, par exemple, à l'extrême nord, qui malheureusement vote toujours à 95% le chef de l'État, et qu'il n'y a pas d'emploi, on a faim, il y a la famine. Je n'excuse pas, mais comment ne pas facilement corrompre ces personnes-là? Quand vous avez votre pain quotidien, il est difficile que quelqu'un vient vous dire que monsieur Ngos, venez me vendre des oranges ici. Vous dites non, moi j'ai un boulot et je suis fier de travailler là-bas. Mais si quelqu'un à longueur de journée n'a pas de quoi manger, il ne fait rien, il a des gosses, il a 3 épouses et tout. Vous savez comment les lits du pauvre est fécond. Il a une grande famille, il a de quoi adhérer à une activité qui plus tard deviendra une idéologie. Donc ne disons pas seulement qu'ils n'aiment pas leur pays, essayons de contrecarrer toute cette velléité-là en proposant au peuple africain un certain affranchissement. Merci. André Kisefanga, finalement, comme le disait Jodel Kayo tout à l'heure, on trouve des terroristes avec $700 par semaine. Ben écoutez, moi je ne vais pas entrer dans cette logique-là. Je voudrais saluer Kimba Fori Soro Guillaume. Terroriste en chef. A dit terroriste en chef. Pourquoi il est devenu rebelle. Non, vous n'allez pas dire ça. Pourquoi il est devenu rebelle. Mais je m'étonne. Écoutez, suivez bien mon regard, hein, suivez bien mon illustration. Il a été rebelle, il a été... Mais Kimba Fori Soro Guillaume se trouve où actuellement? Paris. En France. Protégé en France. Oui. Vivant en France. Mangeant en France. Et il dit qu'il a pris les armes pour libérer le peuple, pour l'injustice et tout le reste. Donc quand vous écoutez ce genre d'individu, vraiment c'est un malade mental. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous avez pris les armes pour libérer votre peuple. Vous-même, vous voilà maintenant prisonnier. Vous ne pouvez pas rentrer dans votre propre pays et vous êtes exilé en France. Exilé dans un palace en plus. Hein. Donc, vous comprenez que... Mais il mange, hein, il boit. C'est ce que quand vous venez... Parce que quand ma soeur vient de dire que non, vraiment, les terroristes, on doit les comprendre, ils ont faim, ils ont ceci, ils ont... Mais voilà un individu, une illustration d'un terroriste vivant. Et vous nous dites que non, mais tous les terroristes ne sont pas Guillaume Soro, je suis désolé. Je dis bien, c'est un exemple. Ils sont quand même plusieurs qui sont partis. Monsieur Kimba Fori Soro Guillaume est un recruteur de terroristes. Donc, c'est le terroriste en chef. Je le prends d'abord comme exemple. Maintenant, les soldats français ont vu comment on a violé Madame Simone Gbagbo. Ils ont filmé. Et c'est les mêmes gens que vous allez vous asseoir pour dire que non, venez nous défendre, venez nous aider. On a vu les snipers français descendre en Côte d'Ivoire, pilonner les Ivoiriens en longueur de journée. Les chars onusiens transporter des rebelles du nord jusqu'à Abidjan. Ah, c'est les mêmes gens que vous allez dire non, ONU, vraiment OTAN, machin. D'ailleurs même, M. Nicolas Sarkozy avait annoncé à Mondiovision, nous allons installer la démocratie en Libye. Ah, bonjour M. Nicolas Sarkozy, il y a maintenant la démocratie en Libye. Ça, voilà la démocratie. C'est-à-dire, tous les matins, ce qui te réveille, c'est le coup d'un canon. C'est ça la démocratie. La démocratie selon la France, la démocratie selon les Nations Unies, la démocratie selon l'OTAN. Voilà la démocratie.
Et nous, les Africains, on continue à dire, et d'ailleurs même, il y a quelqu'un qui a envoyé un très bon message tout à l'heure, quand on a fabriqué Boko Haram, on a donné Ambazonia au nord-ouest, au sud-ouest, et au centre, à l'est, Seleka, Balaka, et au centre, Maurice Kamto. Oui. C'est les mêmes gens qui appellent les ONG, Human Rights Watch, qui appellent tous les gens, toutes ces organisations terroristes-là, quand on venait nous aider, nous sommes embastillés, nous sommes dans les problèmes, alors qu'en réalité, c'est nous-mêmes la cause de nos propres problèmes. Parce qu'on ne veut pas voir en face, on ne veut pas véritablement voir notre ennemi. Parce qu'aucun peuple africain ne peut avoir une véritable indépendance si elle ne se démet pas de la puissance française ou bien occidentale. Vous ne pouvez pas continuer à rester sous la coupole de ces gens, de l'Occident, avoir les perfusions du FMI, avoir les perfusions de la Banque mondiale, avoir les experts en géostratégie militaire venant d'Israël, venant de Belgique, d'Allemagne et tout le reste. Et aujourd'hui, et vous voulez qu'on n'ait plus de terroristes, vous voulez qu'on n'ait plus de guerre? Non. Ça ne va pas s'arrêter si nous-mêmes, nous ne prenons pas la résolution de regarder et nous pouvons nous développer nous-mêmes, sans acheter les armes, sans armer même, nous pouvons nous développer. Ne vous inquiétez pas, nous avons construit les pyramides d'Égypte sans armes hein, et sans industrie. Il faut bien que le monde entier le sache. Et d'ailleurs, jusqu'à preuve de contraire, ils essaient toujours d'imiter, mais jusqu'à preuve de contraire, ils n'y arrivent pas du tout. Patrick Sapak, finalement, disons-le, hein, pour terminer, on peut sortir de cette édition de DBS Matin, on se trompe finalement de cible, on se trompe également d'ennemis sur le continent africain et surtout dans la zone Sahel. Oui, on se trompe d'ennemis pour la masse qui n'est pas éclairée. Oui. C'est pour ça que le travail que nous faisons est un travail énorme. Parce que la stratégie commence par la communication. La communication, c'est la sensibilisation, la conscientisation, l'éducation hardie des masses pour qu'elles comprennent les enjeux. Même pour arranger votre belle voiture qui est là dehors, Steve Josselin, le mécanicien a besoin de faire le diagnostic. Oui. Parce que lorsque vous loupez le diagnostic, vous allez appliquer la mauvaise thérapeutique. Alors, pour gérer le problème africain, il faut que les Africains aient une masse critique minimale qui comprennent exactement où se situent les enjeux. Et pour que les enjeux soient compris de tout le monde, il faut bien qu'il y ait une volonté politique qui accompagne justement la diffusion des éléments de référence. C'est-à-dire qu'une nation ne se construit sur sa base référentielle historique que sur des modèles. Alors, si on vous présente, parce que je dis souvent qu'il y a deux groupes de personnes dans le fonctionnement d'une société, il y a celles qui conquièrent les libertés et celles qui jouissent des libertés conquises. Oui. Généralement, celles qui conquièrent les libertés sont toujours en Bastille. Ce sont ceux-là qui ne rentrent pas dans les livres d'histoire chez nous, oui, en Afrique. Ceux qui sont dans les livres d'histoire et qu'on célèbre, c'est ceux qui sont spécialisés dans la jouissance des libertés conquises. Alors, c'est à partir de ce moment-là qu'il faut définir qui est terroriste et qui ne l'est pas. Et j'achète une partie de l'analyse de la dame pour dire que si on veut bien ramasser cette loi de terrorisme, on regarde de tous les côtés. Parce que vous avez des terroristes en col blanc qui passent à la télé parce que c'est une chaîne publique ou bien ce sont des médias publics pour raconter tout et n'importe quoi alors qu'ils font exactement dans une autre stratégie les actions du terrorisme. C'est-à-dire que lorsque vous avez un peuple qui n'est pas au centre des préoccupations, des orientations et des intentions politiques des acteurs politiques, eh bien, alors que ces gens-là ont reçu le suffrage de ce peuple-là, ce sont les premiers terroristes. Parce que les soulèvements, les rébellions et les guerres civiles, c'est souvent le résultat de la cristallisation des frustrations, comme elle a indiqué. Oui. Donc, lorsque vous avez des pouvoirs soliloques qui ne s'écoutent qu'eux-mêmes, totalement usés par la brutalité et la corruption, totalement aveuglés par des alliances sataniques et le violent désir de conserver leur position, ils sont inaptes à écouter les autres. Et là, lorsque la force de l'argument ne marche pas, on utilise généralement l'argument de la force. Vous comprenez? Et je suis en train de mettre sur ça ce premier pan de la définition du terrorisme en prenant des références sur des grands hommes. Thomas Sankara est arrivé au pouvoir par coup d'État. Vous vous souvenez? Kadhafi est arrivé au pouvoir par coup d'État. Justement. Mais ce sont des références. Ce sont des références parce que Amadou Toumani Touré, je l'ai indiqué puisqu'on était au Mali tout à l'heure, a fait un coup d'État sur Moussa Traoré pour remettre le Mali sur les rails normaux. On ne peut pas considérer que ces gens-là, c'est des terroristes, parce qu'on sait ce que Sankara a fait. Merci. Le combat idéologique qu'il a mené. Bon, maintenant, de l'autre côté, il y a donc ceux, comme indiquait Fanga tout à l'heure, Guillaume Kibafori Soro, lui, qui n'a été formé. Son ADN a été fabriqué sur la base de la manipulation des armes, des drones, des choses comme ça. Il est incapable d'obtenir un diplôme à l'université. Donc, il a été moulé là-dedans. C'est quelqu'un qui n'est pas dans la logique
de la conquête des libertés. Il est dans la logique justement de prendre le pouvoir par embuscade comme son chef d'État Ouattara. Donc ils se sont embusqués dans un hôtel justement pour aller enseigner aux Ivoiriens que désormais c'est eux, par braquage et par effraction, dans un hôtel pour annoncer, donc bien loin des institutions, puisque la Cour constitutionnelle, qui était le dernier organe juridictionnel là-bas, devant le statut en matière électorale, a établi Gbagbo comme étant le vainqueur. On a dit, ok, c'est terminé. Donc, il faut bien indiquer, pour sortir, je sors la solution. Parce que le temps est terminé. La solution dans le Sahel, Steve Jocelyn, et j'aime être avec vous parce que vous savez scruter sur les solutions. Et il faut déjà que l'Afrique comprenne que la seule chose à faire, c'est d'évacuer toutes les forces occidentales sur notre territoire africain. Parce que j'indique souvent que le premier élément qui garantit la souveraineté de l'État, c'est la sécurité extérieure, c'est-à-dire la diplomatie, la défense nationale, qui se prolonge dans le deuxième, c'est-à-dire la sécurité intérieure, la police et la loi. Donc pour gérer ça, parce que les deux pans sont dans la sécurité, eh bien il faut déjà ce que Kadhafi avait déjà prévu, c'est-à-dire la mise en place d'une monnaie souveraine. Parce que c'est à partir de là, justement, la souveraineté monétaire va nous permettre de maîtriser la banque centrale, les banques commerciales et tous les circuits financiers pour financer les projets issus du génie qui sommet le peuple libre, mais surtout de créer, de financer nos armées, parce que si vous avez 40 000 milliards qui ont été évaporés au niveau de l'Afrique centrale, au niveau de l'Afrique francophone, depuis les années 60, pour financer les sectes, les loges et tout ça là, eh bien cet argent aurait pu servir à former des armées, parce que nous avons des armées mal payées, sous-entraînées, mal formées, des choses comme ça. Donc il faut recalibrer, redimensionner justement la puissance de nos armées, afin que de manière endogène, nous ayons des guerriers. Parce qu'il faut bien faire la différence entre les soldats et les guerriers. Merci. Les soldats, ce sont des gens qui ont des statuts de fonctionnaires, donc ils sont là pour créer leur famille, ils sont pas là pour défendre une intégrité quelconque. Alors, les guerriers, c'est quelqu'un qui peut sacrifier tout pour défendre l'intégrité d'une nation, mais ça, c'est la formation idéologique, la formation politique dont parlait Thomas Sankara. Merci beaucoup, Patrice Sapata, d'avoir été là ce matin. Merci d'avoir pris de votre temps. On sait que vous étiez dans la capitale du Cameroun, mais vous avez quand même pris de votre temps pour courir, pour être là ce matin. Albert Anatola ici, merci également d'avoir été là ce matin. Malheureusement, ma requête n'a pas été répercutée auprès de la direction générale pour demander un peu plus de temps aux panélistes. Bon, un peu plus de temps aux panélistes. Bon, je pense qu'ils ont compris. Joseph Kayo, merci également d'avoir été là ce matin. Adeki Senfanga, merci également d'avoir été là. C'est moi qui vous remercie et que Dieu bénisse le Cameroun et l'Afrique. La personne qui est en train de réclamer mon contact, vous n'avez qu'à faire ici sûrement une box sur Facebook. Vous aurez justement mon contact. Eric Pépin Mikaï, merci également d'avoir été là ce matin. Malgré que vous soyez de l'autre côté. Merci d'avoir été là ce matin. Merci à tous les téléspectateurs, à tous ceux qui étaient connectés. Il y a des messages qui continuent à tomber encore ce matin, que ce soit sur Facebook ou encore sur WhatsApp. Au plaisir de vous retrouver demain. Merci également à toute mon équipe technique qui était encore là ce matin, debout depuis 4 heures pour réaliser cette édition de Libye ce matin. Merci également à la direction générale. N'oubliez surtout pas, vous qui êtes à la maison, la guerre n'a qu'un seul vrai héros, la mort. Et la mort se moque bien de la victoire. Bonne journée à toutes et à tous. Et à demain. S'il plaît à Dieu. Au revoir.